Bonjour à tous et merci d'être là. Bonjour éventuellement à ceux qui se connecteraient entre-temps. Je connais, nous nous connaissons pour un certain nombre. Pour ceux qui ne connaîtraient pas SIAN, donc c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique, donc le club des entreprises françaises en Afrique, qui porte la voix et le plaidoyer des entreprises sur le continent africain. Nous sommes là aujourd'hui au sein de la commission RH. Les commissions sont un élément très important de la vie du SIAN. Il y en a huit commissions thématiques. Et c'est là que se brassent les idées et qu'on fait avancer les choses, non seulement entre nous, mais aussi à destination de nos adhérents, puisque nous avons aujourd'hui 170 adhérents. Tous n'ont pas forcément le même niveau de renseignement ou de connaissances. Et les commissions sont là pour cela. D'ailleurs, ces commissions éditent ou ont édité des guides, certains guides. La commission RH en a fait un, entre autres, mais il y a aussi d'autres guides qui ont été faits, qui sont à votre disposition. Et nous avons aujourd'hui un très beau panel pour parler de la transition, le management de transition, domaine que personnellement je connais assez bien pour l'avoir pratiqué et qui, je crois, est aujourd'hui très utile pour nos entreprises, et en particulier celles qui évoluent et qui se trouvent confrontées à des circonstances momentanées qui peuvent être très importantes en termes d'enjeux. Et donc, je remercie Igor, qui est le président de notre commission, d'avoir réuni ce panel. C'est avec beaucoup d'intérêt qu'on va vous suivre et vous écouter. Et puis, bien entendu, poser des questions. Merci Stéphane. Vous avez la scène. Très bien, bienvenue. Donc oui, donc aujourd'hui, donc on va aborder le management de transition en Afrique. Donc pour en parler, on a les deux principaux acteurs sur le continent. Donc à ma droite, donc Xavier Jacomet, donc qui est associé au sein de Procadre International et plus particulièrement en charge de la finance et de l'Afrique. Donc ça fait depuis donc 2017 que Xavier est chez Procadre et auparavant, alors il a fait une carrière brillante dans la finance avec des postes en France, en Suisse, aux États-Unis, dans la tech. Il a été DAF Amérique du Nord de Krups. Et puis, il a fait une longue période de 15 ans chez Microsoft, où il a occupé un certain nombre de postes de contrôleur, avant d'être le directeur financier Afrique-Océan Indien de Microsoft à Johannesburg, donc de 2011 à 2016. Voilà. Je ne me suis pas trompé. Non. Bon. Donc en bout de table, Gilles Marc, qui donc lui est associé chez Actis Africa France, qui lui aussi est un financier, directeur financier de groupes internationaux en France, dont Danaher, qui ensuite a eu des responsabilités de direction générale, et puis qui en 2004 donc a créé Actis France, et puis Actis France et l'activité d'Actis s'est développée sur le continent africain et par ailleurs qui a été membre pendant très longtemps du conseil d'administration de France Transition, donc, qui pourra nous faire même peut-être un petit historique de la transition et de management de transition en France. Et puis enfin à ma gauche donc un manager de transition qui va apporter son témoignage opérationnel, donc René Matala, qui est un ingénieur Supagro, qui a très rapidement démarré une longue carrière chez Coca-Cola, à des postes de direction technique, de direction commerciale, de direction générale, en RDC, au Kenya, et donc dans son dernier poste chez Coca-Cola, s'occupait des deux Congos, de Djibouti, du Rwanda et du Burundi, en tant que directeur régional des franchises, et qui en 2016 a rejoint le groupe Éléphant Vert, donc dans les engrais biologiques, en tant que directeur général au Sénégal. Voilà. Donc aujourd'hui, donc on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'est le management de transition, en quoi il peut se différencier de l'intérim management, un peu de son historique aussi en France, et puis ensuite en deuxième partie, on verra le développement du management de transition en Afrique, et puis enfin les spécificités qu'on peut rencontrer sur le continent africain. Donc peut-être que pour démarrer, alors en tant que ancien membre du conseil d'administration de France Transition, peut-être Gilles,
un petit historique sur qu'est-ce que le management de transition en tant que tel et à quel moment finalement il s'est développé en France sous cette appellation? Alors, le management de transition, très rapidement, et on pourrait y passer des heures, mais Xavier donnait sa patte sur la définition. C'est le fait de déléguer dans une entreprise à temps plein et à durée déterminée un ou une manager, quelqu'un d'assez trapu, qui prend en charge un maillon d'entreprise, c'est-à-dire une fonction, que ce maillon soit faible, et il s'agit de le consolider, ou que ce soit un projet qui doive être lancé. Voilà, on reviendra sur la définition très rapidement. Le management de transition a été créé, comme d'habitude, dans les pays du Nord, aux États-Unis et en Hollande. Je ne vais pas faire l'histoire. Il y a une trentaine d'années, les fonds d'investissement et de private equity ont fait appel au management de transition pour des sujets très précis. Les entreprises qui sont rachetées par les fonds d'investissement, en particulier en LBO, peuvent avoir besoin de mettre en place un directeur général de transition sur une période temporaire pour transformer la participation qu'ils ont prise et également déléguer un directeur financier de transition qui met dans la participation rachetée toute une série de politiques de reporting à J+2, J+3. Il faut comprendre que parfois, on arrive dans des entreprises où il y a une clôture par an et on a l'Assemblée générale le 30 juin et on attend le 30 juin pour avoir les résultats de l'année précédente. Ça va pas très bien pour les fonds d'investissement. Et deuxièmement, une culture cash qui permet que les fonds d'investissement sont intéressés évidemment par la remontée de cash. Et donc, les fonds d'investissement, il y a une vingtaine d'années, étaient vraiment les principaux, acheteurs de management de transition. Et puis, les entreprises y sont venues. En 2008, donc, plusieurs entreprises de management de transition se sont rassemblées, dont la mienne à ce moment-là, et on a créé ce qui est aujourd'hui France Transition, qui est la fédération du management de transition. La photo très rapide du management de transition aujourd'hui en France, et après j'espère qu'on passera à l'Afrique. En France, c'est pas loin de 200 entités qui se prétendent entreprises de management de transition. Ça va très vite, hein. Il y a 10 ans, on était une cinquantaine, et il y a 20 ans, on devait être une vingtaine. Donc ça va très vite. Le marché est en forte progression, plus 15% par an. Malgré le Covid ou la crise de 2008. Donc on voit que c'est un marché qui progresse. En Europe, la France doit être à peu près le troisième ou quatrième acteur en termes de taille de marché, le premier étant l'Allemagne, suivi de près par UK ou les Pays-Bas, je ne sais pas exactement, et la France arrive en troisième. On a un marché à peu près de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà. Et on va reparler ensuite de l'Afrique et on va pouvoir comparer les deux choses. Xavier, et donc oui, on parlait tout à l'heure, hein, de distinguer en fait, alors parfois c'est un peu flou, mais le management de transition de l'intérim management, hein, qui est pas exactement la même chose, hein, ce que tu dis. Oui. Disons que le gros avantage du management de transition, il est, comme le disait Gilles, dans la capacité à déployer une compétence qui va permettre à l'entreprise de traverser ou d'anticiper un enjeu. Et les enjeux, ils peuvent être divers. Donc là, si on va se projeter sur pourquoi le besoin, on va dire, de management de transition en Afrique, c'est que le continent est devenu, entre guillemets, une forme de terre d'opportunité pour plein d'entreprises. Donc en subliminal, toutes les histoires un peu économiques de réindustrialisation, choses comme ça. Et donc à partir de là, le fait que la logique d'expatriation n'est plus l'élément de valeur pour les cadres, il faut donc être en capacité de déployer de la ressource. Et la ressource qu'on va déployer, elle est une ressource à compétences rares sur la compréhension du continent, en direction financière, en direction logistique, supply chain, en ressources humaines et en direction commerciale. Et c'est là où une entreprise de management de transition devient un acteur important, pour peu qu'on ait un vivier conséquent de ressources qui vont être de la ressource, on va dire, européenne ou occidentale à tropisme africain, les Africains eux-mêmes, parce que la grosse réalité, c'est qu'il y a plein de cadres africains qui sont extrêmement compétents parce qu'ils ont étudié dans les mêmes univers que les Occidentaux. Et après, vous avez les réseaux locaux
de ressources qui sont un peu inconnues, sous le radar, et avec qui on peut faire des choses très intéressantes, notamment dans la localisation de certains types d'activités. Donc, ce que on a vu ces dernières années, c'est les fonds d'investissement intéressés par l'acquisition de compétences pour de la reprise, de la restructuration d'entités, des entreprises européennes en majoritairement direction commerciale parce qu'il faut avoir des personnes en capacité de comprendre les pays, les réseaux de distribution. Et généralement, on peut les créer from scratch. Et puis, à la marge, on va trouver des activités, d'IT, sur la création de schémas directeurs informatiques parce que il faut créer des nœuds de connexion spécifiques entre l'Afrique de l'Ouest versus l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est. Et donc, toutes les personnes qui, on va dire, ont cet attrait pour le continent, qui ont, entre guillemets, l'amour de l'Afrique et des Africains, ont des opportunités absolument fabuleuses parce que c'est de la co-construction au final. Et donc, ma définition, c'est que en Afrique, le management de transition, c'est du consulting opérationnel. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est de l'exécution et de la vitesse. Et si on respecte ces deux critères-là, on peut faire du business extrêmement rentable en Afrique. Donc nous, Procadre International, c'est le choix qu'on a fait il y a quelques années d'avoir une volonté très intentionnelle sur le management de transition en Afrique et sur en fait l'ensemble du continent. Et donc ça va se traduire par je sais pas, des interventions de managers de transition au Zimbabwe, une grosse ETI française, pas tellement connue. Et donc, vous imaginez qu'on intervient à la fin de l'ère Mugabe sur une acquisition d'entreprise qui se fait donc au Zimbabwe pour contrecarrer un concurrent sud-africain. Et la vraie histoire, c'est que le manager de transition, il arrive à l'aéroport d'Harare, il monte dans la voiture pour aller voir l'usine, et là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité dans l'usine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Convaincre la société française que cette acquisition fait du sens, remettre au pot, parce qu'en fait, tout était, je vais dire, en dehors des standards ou des radars d'acquisition. Et pourtant, la transformation se fait. Pour ceux qui connaissent un peu le Zimbabwe, c'est généralement des Africains qui ont une forte culture anglo-saxonne et qui sont extrêmement bien formés. Et tout d'un coup, l'entreprise découvre que, eh bien, au-delà du tableau que je vous ai peint au départ, il y a des vraies richesses dans cette entreprise. Et donc, cette entreprise, pour faire court, va devenir le hub africain de cette société. Et donc, les ressources locales zimbabwéennes en recherche et développement sur l'utilisation des terres agricoles dans ce qui s'appelait précédemment la Rhodésie, ça devient hyper intéressant pour cette entreprise et on fait du transfert de compétences France-Zimbabwe. Et puis, une fois que cette acquisition est faite, qu'on la rend économiquement rentable, eh bien l'entreprise là en France va nous confier une mission de transition pour le redécoupage de son environnement SAP pour créer une entité Afrique. Voilà ce que ça veut dire. Voilà pourquoi en fait je parle du consulting opérationnel, parce que ça n'a pas été uniquement choisir un manager, et René par exemple que vous avez ici le sait bien puisqu'il il faisait partie de la shortlist à l'époque. Et donc c'est pas uniquement envoyer un manager de transition dans un endroit un peu isolé et non, c'est vraiment l'accompagner dans la réalisation et l'exécution, et puis aussi conseiller l'entreprise sur ses choix opérationnels. Et donc, si on est dans une relation très équilibrée avec le manager de transition, le manager de transition implémente opérationnellement la feuille de route,
et l'entreprise de management de transition, l'associé qui accompagne, est dans une logique de renforcement auprès de l'actionnaire, de la direction générale, des Oui, alors acteurs. ça c'est un point justement alors intéressant parce que alors quelle est justement la relation hein, entre l'entreprise, entre l'une de vos deux sociétés et la personne qui est envoyée? C'est-à-dire, on est vraiment dans une collaboration opérationnelle. Enfin, vous en tant qu'associé, pouvez intervenir pour coacher le coach. C'est plus qu'on peut intervenir, c'est qu'on doit intervenir. Donc Xavier a vraiment décrit ce qu'est le management de transition, qui est vraiment, vous l'avez compris, quelque chose de très opérationnel, très tactique et qui donne du résultat. C'est ce qu'on entend de ce que vous expliquez. Et pourquoi et ça, c'est vraiment ce que j'appelle le vrai management de transition, c'est-à-dire la transformation, qui peut être aussi un projet, qui peut être aussi une situation de crise. Ce sont des moments où on est à un point A et on doit aller à un point B, et le point B étant en principe supérieur au point A, et c'est ça l'idée. Et pour faire ça, effectivement, il y a une relation tripartite entre un client d'entreprise, un manager de transition et un associé. Et ce sont les trois ensemble qui dirigent la transformation. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu le côté baguette magique du management de transition, qui n'est ni du consulting, ni de l'intérim, ni de l'intérim cadre, ni du recrutement, ni de la Oui, c'est formation. ça, parce que parfois de l'extérieur, on peut se dire, c'est juste recruter quelqu'un qui va rester. Eh ben, il y a de voilà. l'ADN de tout ça, Ça, mais c'est pas tout ça. Le management de transition, c'est le management de transition. C'est ni de la formation, ni du consulting, ni de l'intérim, ni qu'est-ce que j'ai dit, Du recrutement. du recrutement. C'est un peu de tout ça, mais c'est pas ça. Et donc, la façon dont ça fonctionne, alors chez Actis, mais j'imagine que chez Procad, c'est exactement la même chose, rien inventé, on fonctionne en mode projet. Donc, quand on démarre, et vous allez nous dire, on démarre le lundi matin, on arrive dans l'entreprise, le manager arrive dans l'entreprise. En général, l'associé appelle le lundi soir pour savoir si le manager est toujours vivant ou s'il a été passé par le goudron et les plumes. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fonction de la taille de l'enjeu et des importances, on fait ce qu'on appelle un kick-off meeting, enfin on l'appelle comme on veut. Enfin, on réunit tous ces trois partenaires du projet autour de la table avec les sujets suivants. Est-ce qu'on est bien d'accord sur la cible de ce qu'on cherche? Là, en l'occurrence, ce que je comprends, c'est qu'il s'agissait de réorganiser les choses, de remettre en route un certain nombre d'organisations et de laisser une situation pérenne. Donc, la cible était relativement facile à déterminer, certainement pas facile à atteindre, à déterminer. Mais enfin, c'est déjà important d'être aligné sur la cible. Et puis des pistes d'action, parce qu'au bout d'une semaine, on n'a pas de plan d'action, on a des pistes d'action, on est bien d'accord sur ces pistes d'action, et on dit ensuite au manager, eh bien vas-y, et comme disent les anglo-saxons, unleash, on laisse la bride et il y va. Et le manager plonge vraiment dans l'opérationnel, 5 jours sur 7 dans le meilleur des cas, parfois 6, parfois même 7, on a eu le cas, et simplement il ressort la tête régulièrement en comité de pilotage, où les trois parties, encore une fois, entreprise, associés et manager de transition, se mettent autour de la table en disant comment ça avance, quels sont les. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à piloter les choses. Donc, ça, c'est le vrai management de transition. Il y a l'intérim dirigeant, on peut même appeler intérim 4, qui est la quatrième situation dans laquelle le management de transition, y compris en Afrique, fonctionne. C'est le trou dans la raquette. C'est la recherche d'une ressource. Et finalement, nous avions un directeur financier qui vient de nous dire qu'il s'en va, ou à qui l'on vient de dire qu'il s'en va. Et le temps qu'on recrute quelqu'un d'autre à sa place, que ce soit en Afrique ou en France, ça prend 6 mois. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, on a besoin de quelqu'un pour tenir le job. Mais où là, il y a moins d'enjeux de transformation, même si, quand on est DAF d'une société, il y a forcément des enjeux. On est tous les deux d'anciens DAF. Je pense pas que dans nos vies, on n'ait jamais passé 6 mois de long fleuve tranquille sans qu'il y ait un changement d'organisation, un changement de RP, des tensions de trésorerie enfin bon, il y a toujours des enjeux. Mais il faut juste quelqu'un qui tienne le job. En attendant que. Et ça s'appelle le management relais. En France, c'est assez développé actuellement puisque la tension sur le recrutement est telle que les entreprises aujourd'hui ont des délais de recrutement qui s'allongent et ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de titulaire de poste et donc font appel à des entreprises de management de transition sous un mode intérim.
Et on le rencontre aussi, moins, mais on le rencontre quand même en Afrique. Voilà, je dirais que ça, c'est une approche RH qui est ce qu'elle est. En tout cas, c'est une réalité. Alors, vous, René, donc, en tant que manager, donc, justement, vous avez sur le consulting, donc vous avez plutôt vécu des expériences type celles que Gilles vient de décrire, c'est-à-dire vraiment d'intérim, ou plutôt des expériences, justement, de transformation avec cette collaboration, enfin, ces trois parties que sont le client, le manager et la société pour laquelle il est envoyé. D'accord. Donc, moi, dans mon cas, je crois que j'ai fait un peu de tout ça. Le premier projet avec qui j'ai travaillé avec Xavier, c'était un client italien dans les engrais organiques et qui ne connaissait pas du tout le marché africain. Et donc, il avait besoin d'un accompagnement. D'abord, dans un premier temps, il cherchait un recrutement. Et puis après, il était dans les hésitations et tout ça. Et puis, donc, on lui a proposé justement un consulting pour qu'il voit un peu plus clair. Et puis après, lui-même va voir s'il continue dans ses modèles ou bien il fait le recrutement finalement. Et c'est comme ça que je les ai accompagnés au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ça a pris, je crois, 1 an, 2 ans quand même d'accompagnement. Et les résultats, c'est qu'on a fini par avoir un distributeur au Sénégal. Et en Côte d'Ivoire, ça n'a pas vraiment très bien marché parce que la personne qu'on avait identifiée n'était pas quelqu'un du métier. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je dirais que c'était plus un accompagnement pour arriver à un résultat pour eux, ils cherchaient un distributeur. Et donc, parce qu'ils n'étaient pas prêts, après avoir discuté avec lui, ils n'étaient pas prêts à ouvrir une filiale sur place et tout ça. Donc, il a voulu d'abord passer par cette phase-là. D'accord. Voilà. L'autre expérience que j'ai eue, surtout l'année dernière, c'est un client suisse spécialisé dans les pesticides au Ghana. Et en fait, c'était une entreprise, le modèle d'entreprise qui s'est relayé vraiment sur les CEO. Et puis, malheureusement, les CEO étaient décédés. Et puis, il y avait un peu tout qui s'était un peu, tout s'est un peu désorganisé. Et donc, du coup, et même le business model avait changé aussi, puisqu'avec les CEO, vu son réseau, ils avaient plus des marchés publics. Et là, maintenant, il fallait rentrer dans le marché privé, se battre pour vendre une bouteille contre une bouteille, tout ça. C'était qu'ils n'avaient pas comme expérience. Et donc, moi, ils ont fait appel à moi pour justement les accompagner pour faire une restructuration un peu au niveau de la direction commerciale. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait vraiment toute l'évaluation du marché. J'ai fait 9-10 mois quand même là-bas. J'ai fait des allers-retours entre la France et au Ghana. Et finalement, donc, on a fait un business plan à 5 ans pour qu'ils aient quand même une bonne vision là où ils veulent aller. Et puis, le positionnement au niveau du marché. Et aussi, j'ai aidé aussi à faire recruter un directeur commercial. D'accord. À qui j'ai donné les business plans pour qu'il puisse exécuter. Ok. Donc, voilà. Donc, je dirais que oui, c'est un peu de tout. Mais ce que je peux rajouter aussi, moi, je parle de mon profil à moi, double compétence, double culture aussi. Parce que j'ai fait mes études ici. Et puis après, je suis rentré en Afrique où j'ai travaillé pour Coca-Cola et puis d'autres entreprises. Donc, je sais vraiment le code culturel en Afrique et le code culturel en Europe. Ouais, donc, ça, effectivement, on en parlera sur la partie des spécificités. Juste au niveau du cadre légal, c'est-à-dire que comment ça se passe? C'est-à-dire que l'entreprise paye, entre guillemets, l'intermédiaire qui ensuite paye le manager. Enfin, comment tout ça Est-ce qu'il y a plusieurs modèles? Est-ce que déjà, il faut identifier la transaction commerciale. Donc là, on est avec une entreprise européenne, africaine, qui veut contractualiser avec l'entreprise de management de transition, en l'occurrence nous, Procadre International, sur un besoin identifié. Donc ça, c'est la première étape. Donc il émet en fait une demande de mission. La deuxième étape va être l'identification sur la mission de profils correspondants et pouvant répondre aux besoins du client. Donc là, se met en place tout un schéma malgré tout d'engagement de confidentialité. Et puis, donc, on interroge les managers comme René, qu'on a identifiés en termes de compétences. Et derrière,
si on a un peu de compréhension de la culture de l'entreprise, c'est au-delà de la compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? La réalité, c'est que il y a aussi, par rapport à cette logique africaine, je pense que pour les managers de transition, on se décrète pas un matin, j'ai envie d'aller en Afrique. Pourquoi? Parce que sur certaines missions en Afrique, comme je dis, peut avoir une vie intérieure. C'est-à-dire que non, le week-end, vous n'allez pas forcément rentrer chez vous, vous n'allez pas aller au mall de Johannesburg ou autre, ou au club de vacances. Vous êtes un peu au milieu de la pampa, et donc là, faut être en capacité voilà, comme je dis, d'avoir une vie intérieure pour pouvoir évoluer. Donc, c'est là où la sélection de la personnalité du manager qui a la compétence et, on va dire, la solidité personnelle dans l'environnement, comme disait René, il y a les codes pour pouvoir intervenir. Et donc là, le mode de contractualisation avec le manager de transition, il est de 3 ordres. Le plus classique va être le portage salarial. On va faire du portage salarial à partir de France pour des cadres qui vont intervenir, comme on l'a vu chez nous, en DRC pour des sociétés télécoms, mais au Tchad ou ailleurs. Le manager de transition peut avoir sa structure commerciale. Comme vous dit René, il a sa propre structure commerciale. Il peut faire du freelancing pour lui-même, il peut avoir passé au travers de Procadre pour de l'intermédiation. Donc, il devient en gros prestataire. Et puis, pour ceux qui connaissent quand même un peu l'Afrique, il y a des gens qui ont une carrière de 20, 30 ans en Afrique et qui sont en dehors de certains systèmes. Et donc, nous, on a pris le choix de proposer une forme de portage salarial avec une entité à l'île Maurice, qui, pour certains aussi, permet de faire de l'optimisation fiscale. Voilà, parce que vous avez des consultants internationaux qui s'intéressent. Mais ça peut être également, par rapport à certains clients, un relais pour certaines typologies de jobs, qui dans le minier, qui dans le pétrole. La question sur l'aspect juridique, donc entre l'entreprise et la société de management de transition, c'est un contrat de prestation de service. Enfin, je parle sous contrôle, mais a priori c'est ça. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout en droit du travail, ça veut dire qu'on est en droit commercial. Alors ça pose toute la question du contractant entre un contrat entre une entreprise française et une entreprise sénégalaise ou zimbabwéenne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire juridiquement? Donc, ça, il y a un petit sujet. Et puis, effectivement, entre l'entreprise de management de transition et le manager, si le manager est français, effectivement, on travaille pas mal en portage. Nous, on travaille beaucoup plus avec des locaux, où en général, les locaux ont leur propre structure. Et puis, en fonction des pays, les structures juridiques peuvent être différentes. On a quelques managers qui, effectivement, sont eux-mêmes domiciliés à Maurice ou aux Comores ou aux Seychelles, pour des raisons fiscales. Et la fiscalité, c'est un sujet. Voilà, donc c'est un peu ça le cadre juridique des choses. Voilà, le contrat de prestation de service prévoit effectivement la prestation, parfois avec une durée, parfois sans durée. Chez qui on est assez adepte du contrat à durée indéterminée. Indéterminé, ça ne veut pas dire indéfini. C'est-à-dire quand on démarre la mission, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter, puisque on court après un objectif, on va essayer d'aller le plus vite possible, mais enfin, on n'est pas complètement certain de la façon dont ça se passe. Mais est-ce qu'il y a une moyenne à peu près? En gros, il y a, en France, c'est 6-9 mois, et en Afrique, de mon expérience, c'est à peu près la même chose. Je crois qu'on en parlait tout à l'heure, chez Procad, vous constatez que c'est un peu plus long en Afrique. Mais nous, c'est c'est un peu beaucoup plus long, mais tout va dépendre en fait des typologies de missions. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est en fait laisser le choix au client. Donc, généralement, on démarre sur 3 mois de mission. Enfin, en tout cas, dans les missions qu'on fait, 3 mois. Parce que les 3 mois, en fait, permettent de faire le diagnostic et les missions de recommandation. Et c'est sur les missions de recommandation que on va travailler sur la dimension opérationnelle des recommandations.
Je décris vraiment un cas de figure. Hein. On est au Cameroun pour la restructuration d'une usine de bois et ça a démarré comme ça. Donc, le manager est sur place, je suis en relais, je fais l'analyse financière des éléments que nous communique le client. Il y a deux, trois choses que je trouve assez bizarres sur une usine de bois où la rotation des stocks n'est pas vraiment là, donc ça semble quand même un peu étrange. Et même la valorisation. Et en gros, on va démarrer tout ce travail-là. Lui, le travail, on va dire, plus opérationnel, local de l'organisation des lignes de production. Moi, en relais, donc sur les aspects, on va dire plus gestion. Et derrière, on va faire une recommandation. On va dire, voilà ce sur quoi on peut vous emmener. Donc, 6 mois de reprolongation, et finalement, on a fait 30 mois de mission. Et la réalité, c'est que vous êtes dans une société qui a une participation même de l'État camerounais, ça finit par être la seule qui gagne de l'argent, donc ça commence à interpeller les gens. On a fait du recrutement local parce que la transition de la transition, au final, c'est finalement pas de s'installer, mais de redonner les clés du camion acquis de droit, c'est identifier les ressources locales aussi pour les faire monter en leur disant non, c'est pas vous êtes compétent, donc donnez-vous le droit de faire. Et puis voilà, ça fait des très belles histoires. Et nous, on est vraiment sur 6-9 mois. On a une mission qui a duré 24 mois, mais c'était une mission projet pour un fonds d'investissement marocain, mais qui n'était pas à temps plein. D'accord. Voilà, c'était autant du consulting que du management de transition. Et sur les aspects, assurance, visa, enfin, tous les à côté, on va dire, hébergement, c'est quoi la règle? C'est plutôt l'entreprise qui s'en occupe? C'est plutôt vous? C'est plutôt la personne individuellement? Enfin, il y a tous les cas de figure. Il y a 54 pays, je sais pas combien de tribus, donc il y a tous les cas de figure. Le principe, et on s'en évade beaucoup, le principe, c'est que, in fine, c'est le client qui paye les frais de logement, de voyage, qui paie les frais de visa s'ils sont nécessaires, les frais de Covid, on a eu ça aussi, c'est très important, c'est quand même, voilà. Voilà. Après, il y a les sujets, et alors, soit c'est le manager qui paye directement et il nous refacture, nous, entreprise de management de transition, et bon, ça fait des espèces de, un peu d'administratif, un peu de cuisine. Mais ça marche à peu près bien. Les sujets qu'on a, effectivement, c'est le droit de travailler, donc les autorisations de travailler. On a eu un sujet au Gabon où il fallait clairement fermer l'entreprise, fermer la filiale. Et pour ça, il fallait prendre un mandat social. Et pour prendre un mandat social, au Gabon, il faut être gabonais. Si vous n'êtes pas gabonais, c'est quand même compliqué. Je parle même pas des petits mots qu'on trouve sur le pare-brise de la voiture. On connaît le nom de tes enfants si tu fermes la boîte. Et bon, c'est une année électorale au Gabon, donc les choses sont très compliquées. Donc il faut absolument être. Donc là, on a ce genre de choses. Sinon, l'Afrique est assez, enfin, je pense, notre contrôle, mais regardez, on a un Congolais qui travaille au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on a fait des missions avec un Béninois en Côte d'Ivoire. On a fait des missions au Togo avec un Algérien. Donc, beaucoup plus qu'en Europe, finalement, les nationalités s'interpénètrent et tout le monde bosse, alors pour la partie francophone, évidemment, dans la même langue, pour la partie anglophone aussi. Mais il y a pas mal d'interprétations. Je pense que même au Ghana, il y a pas mal de gens qui viennent du monde francophone, mais tout le monde parle anglais aujourd'hui. Donc, il n'y a pas trop de sujets. Il y a une espèce de souplesse et de flexibilité des gens que l'on rencontre. Le plus important, et je rejoins bien sûr Xavier là-dessus, c'est de trouver les bonnes personnes. Et à la limite, la couleur de leur visa et de leur passeport, Oui, ça peut être un sujet juridico financier et fiscal, pour te dire, mais ça va à peu près. D'accord. Ça va à peu près. Pour, avant de parler plus en détail de l'Afrique, dernier point, alors sans donner mais en gros, hein, ça coûte combien à une entreprise de faire appel à un manager de transition en Afrique? Sur une base journalière ou mensuelle, enfin, on est dans quel domaine? Ça coûte rien du tout par rapport à ce que ça rapporte. Voilà. En France, le retour sur investissement est toujours très important. En France, on a une statistique qui est sortie par France Transition. Donc là, on a un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Le TJM, alors je ne sais pas si tout le monde est on peut expliquer. Confortable avec le TJM. Le TJM, c'est le taux journalier facturé
par une entreprise de management de transition ou par un manager de transition s'il va directement dans l'entreprise. En France, on est à 1000 pour une ENT qui travaille avec une société, la moyenne est à 1 250 € en TJM. Alors, c'est une moyenne, hein, un directeur général avec mandat social et mission de retourner l'entreprise, on est bien évidemment au-delà de ça. En revanche, effectivement, une mission de contrôle de gestion de quelques mois pour remplacer en attendant que, en deçà de ça, c'est une moyenne. En Afrique, on n'a pas bien évidemment pas de statistiques, donc moi je n'ai que les chiffres d'acquis. On a constaté il faut diviser par 2 les chiffres. Voilà. Alors, 12 000 € en Afrique, c'est rien du tout quand on est une très grande entreprise du CAC 40 ou de Wall Street, etc. C'est toujours trop cher pour le client, hein, bien sûr, par définition, mais c'est pas grand-chose. Pour une entreprise qui fait 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est quand même pas négligeable. Donc le ROI est quand même un exercice que l'on mène assez régulièrement. Il est assez facile à mener quand on a des objectifs quantitatifs mesurables. C'est plus compliqué quand il s'agit de mettre en place une DRH moderne dans une entreprise, aller mettre des KPI sur l'efficacité à court terme d'une nouvelle DRH. Oui, on peut y arriver, mais enfin c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc on a un travail à faire là-dessus. D'accord. Xavier, sur pareil, là, le coût moyen que ça peut représenter pour une entreprise. Alors nous, on est, enfin, en tout cas en Afrique, on est identique, voire supérieur au taux journalier moyen français. Ça vient probablement de nos structures de clients, puisqu'on a effectivement chez Actis beaucoup de clients africains. Voilà, évidemment, je vous rejoins sur les clients français, on est sur des missions françaises. Et donc, généralement, moi, j'opère, comme je disais tout à l'heure, rentrer un peu dans le comptage des jours quand on est dans un endroit un peu isolé et qu'il faut travailler le week-end, ça fait pas tellement de sens. Donc généralement, je travaille sur du forfait. D'accord. Et après, il y a des seuils psychologiques hein, sur ce que ça peut représenter en termes de coûts. Donc oui, si on regarde cet sensus, une facture et qu'on le met en perspective par rapport à un salarié, oui, ça peut sembler cher comme ça de prime abord. Après, c'est ce que dit Gilles, il faut rentrer dans cette logique hein, de ROI. Donc là, pareil, hein, je vous donne un exemple, hein, une société sur une restructuration à faire, comment dire, commerciale. Voilà, on donne 40 pages de slides et voilà ce qu'on va faire. En 10 mois, en fait, on a multiplié par 3. Il y a qu'un slide en fait qu'on a retenu, qui était le slide des chiffres. On a multiplié par 3 le chiffre d'affaires, la profitabilité qui était négative, break-even sur le slide, on l'a augmenté. Et puis là où ils voulaient restructurer en coupant tous les effectifs, on a fait 50% du chemin en leur faisant, on va dire, même en ayant une facture de restructuration beaucoup plus faible. C'est pour ça que mon propos initial était de dire en Afrique, c'est l'exécution et la vitesse qui fait sens. Il n'y a pas de temps hein, à passer à savoir ce qu'on va faire. Aujourd'hui, les plus belles missions qui peuvent exister en Afrique, et à la limite, on peut confirmer avec Gilles, toutes ces missions de direction commerciale où on est, mais parce qu'on l'a fait avec René, un acteur italien supporté par une très belle société dans la chimie et qui veut faire de l'engrais en Afrique. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est une analyse de marché spécifique sur c'est quoi la constitution des sols au Sénégal, les typologies de culture. Voilà le type de distributeur qu'il faut faire. En support de René, c'est quoi? C'est prendre toute la typologie des prix des produits qui peuvent exister. Comment est-ce qu'on bâtit les droits de douane correspondants? Et puis, les gars, on y va ou on n'y va pas? En fait, c'est ça la réalité. Et pour s'apercevoir, parce que là, moi, je ne le savais pas du tout, mais René découvre que vous avez le ministère de l'Agriculture italien, par exemple, qui est très investi au Sénégal, avec des investissements hyper importants, et la société a été complètement passée
en dehors de cette notion. Et donc, à partir de là, c'est là où l'apport il est intéressant parce qu'on n'est pas aussi dans la logique de distribution commerciale en Afrique, on n'est pas dans du classique. Sur de l'engrais, il faut d'abord que les paysans locaux y voient l'attrait de la proposition que vous faites. Une fois que la proposition elle est faite, et parce que comme on l'avait fait, voilà, il y a, je sais pas, 40 hectares de terrain et on va démontrer que c'est possible. Alors on va mettre on va dire en exercice toute la logique de construction. Et puis l'avantage aussi de l'Afrique, c'est du temps. Les Africains ont une logique différente, mais voilà, ça peut être une logique purement financière de société française en Afrique avec plusieurs filiales. C'est comment est-ce que je mets en place un système de cash pooling ou une méthodologie de prise-transfert qui permet localement d'exercer mes responsabilités sociétales et en même temps de faire de la remontée de dividendes. Alors, pour revenir sur le ROI, on a un assez bon exemple. On a travaillé pour un grand groupe basé en Afrique que tout le monde connaît. On se parsait, je crois qu'il y a même un dirigeant ici, voilà, qui devait livrer le 2 décembre à Lomé un data center. Et parce que si le 3 décembre, c'était pas livré, il y avait en cascade toute une série de pénalités financières qui devaient arriver. Et la société, c'est pour ça que je cite pas le nom, était très en retard sur ce projet. Et nous a appelé 6 mois avant en disant vous prenez en charge le projet et vous allez courir jusqu'au 2 décembre. Et le 2 décembre, on livre. On a bossé 7 jours par semaine, samedi, dimanche. Le boulot, c'était du management de transition, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup de stratégie, on a repris le projet là où il était. Et notre boulot, ça a été tous les matins de savoir si à 8 heures du matin, l'équipe qui doit monter le mur ici ou faire la peinture, etc., était là ou était pas là. C'est ça aussi, en Afrique, le management de transition. On en reparlera peut-être dans les spécificités du continent. Au bout de 6 mois, l'entreprise a pu livrer le data center sans réserve bloquante. Avec plein de réserves, ça c'est logique sur un marché comme ça, mais des réserves, après on avait un an, et le client a mis un an pour les boucler, mais ça c'était logique, mais il n'y avait pas de réserve bloquante. Et donc, le client a accepté, et donc, en termes de ROI, notre client a évité des montants autrement plus importants que ceux qu'ils ont payés pour la mission de management de transition, des montants de pénalités prévus au contrat. Donc ça, c'est un ROI, on dire en creux, si l'on peut dire. Ça leur a un peu coûté, mais ça leur a surtout évité que ça leur coûte tellement plus cher, tout simplement financièrement. Je ne parle pas de réputation, etc. Et on a donc eu, c'est très rare, mais là, on l'a fait, on a, nous, facturé une partie variable basée sur le résultat. C'est quelque chose de très rare et qu'on n'aime pas faire du tout. Mais là, en l'occurrence, ça s'appliquait assez bien et on y est arrivé et on a eu une partie variable. Donc, pour voilà, combien ça coûte et comment ça marche et quels sont les ROI, voilà un peu un exemple. D'accord. Et alors, juste pour terminer sur le sujet comment dirais-je, de financier et de facturation, quand un manager de transition, par exemple, travaille à 1200, 1300 euros jour, qu'est-ce qui lui reste, en fait? Enfin, ça c'est le montant brut. Donc, enfin, globalement, qu'est-ce qui reste dans sa poche? Ok, bon, ça dépend de sa propre structure. Mm-hmm. Moi, dans mon cas, j'ai une société ici des consultants, ça s'offre. D'accord. Donc, ça rentre, c'est un chiffre d'affaires pour moi. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Mais par contre, si c'est le portage, c'est là qu'il faut voir les retenues sur. Donc là, il va y avoir les aspects fiscaux. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est, mais ça, c'est propre au marché, c'est 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que sur un TJM journalier, 2 tiers va dans la poche du manager et 1 tiers dans celle de l'entreprise. Il ne va pas dans la poche, est facturé par le manager, parce qu'après, dans sa poche, il tombe encore. Ben, moins, parce que s'il est en France, il y a des charges sociales, mais les charges sociales, c'est bien, ça nous donne des droits, donc c'est pas une punition. En Afrique, par contre. Il y a des impôts. Il y a des impôts aussi, bien sûr. D'où l'intérêt éventuellement du portage pour les entreprises, pour les managers de transition français, c'est qu'ils sont salariés, certes, entre ce qui est facturé par la société de portage à l'EMT,
qui représente effectivement 2 tiers en gros de ce qui est facturé au client, il y a des retenues salariales, mais ces retenues sont autant de droits au chômage, à la retraite, je ne fais pas la chose. En Afrique, c'est un petit peu différent, parce qu'en Afrique, le taux d'impôt personnel sur votre salaire, ça dépend des pays, mais on a eu le cas en Côte d'Ivoire, vous avez une retenue, quel que soit votre salaire, qui est assez forte. Et donc, le sport national là-bas est de ne pas être salarié. Et voilà. Non, ça peut varier de 40 à 65%. C'est lourd. Ça peut être lourd. Alors sur le continent, donc justement, donc Gilles, vous qui êtes sur le marché de la transition depuis 2004, donc là ça s'est accéléré justement le marché africain à partir de quand? Est-ce que c'est pour les mêmes raisons, c'est-à-dire tout d'un coup arrivée de fonds d'investissement en Afrique, donc ces sujets-là enfin c'est même cause, mêmes effets ou? Oui, alors je pense que on n'a pas assez on n'a pas assez de données aujourd'hui pour en sortir des conclusions. Moi, ce que je constate, mais je suis incapable de le prouver, c'est plus un ressenti, et c'est intéressant d'entendre Procadre sur ce sujet. J'ai l'impression qu'on est comme en France il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'on est encore avec des early adopters ou des early followers. En France, on commence vraiment à avoir une masse d'entreprises. Il n'y a plus de DRH qui connaissent pas le management de transition, il n'y a plus de dirigeants qui connaissent pas, qui n'en ont pas entendu parler. Il y en a peut-être encore, mais il y a vraiment plus beaucoup. En Afrique, on est encore dans un marché de découverte, où c'est un peu les early adopters qui y vont. Mais c'était comme ça il y a 20 ans, en France, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire tomber tout le marché du côté du management de transition. Voilà, sinon il n'y a pas assez de même constat, Xavier. Oui, parce que la réalité, vous précisiez que j'ai été en Afrique sur le continent, donc j'en ai fait du recrutement. J'ai vu les mouvements de personnel. La réalité, c'est que en fait, tout le monde, quelle que soit l'entreprise, elle tape dans des petits viviers de ressources. Donc, la logique de recrutement d'une personne, c'est 18 mois pour trouver les moyens de l'attirer dans l'entreprise. Et donc, à partir de là, le constat que j'avais fait il y a quelques années, c'était que il existe des compétences africaines extrêmement pointues qui en fait sont sous les radars pour certains parce que justement ils ont davantage dans cette logique de freelance ou de consulting pour eux-mêmes. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut appréhender. Il n'y a pas de, je veux dire, la compétence, elle n'a pas de couleur, hein, elle est équivalente à ce qu'on peut voir en Europe ou aux États-Unis ou en Asie. Donc à partir de là, il faut capter ces ressources et être dans cette une création de confiance pour que derrière, ils voient la valeur que nous, on peut leur apporter dans la manière d'exercer leur activité. Et donc, comme je dis généralement, parce que j'ai eu cette expérience, l'idée, c'est vraiment de faire fleurir les ressources là où elles sont plantées et aussi bien aux Africains de leur dire, bah non, il n'y a pas vous ne souffrez pas de différence par rapport aux autres. Donc, donnez-vous les moyens de réussir. Nous, on a plein Gilles confirmait, nous, on a des missions, c'est des ressources locales, hein, c'est une personne du Sénégal qui a une vraie compétence ERP sur le continent. Et vous présentez donc une femme en management de transition en Afrique pour une entreprise. Ouais, je pense qu'il pensait que c'était, pas offense, un monsieur à cheveux blancs, en fait, hein, pour vraiment être, pour créer mais donc oui, c'est possible. Et il n'y a rien contre monsieur à cheveux blancs. C'est que dans certains des cas, en fait, on a des dirigeants d'entreprises africaines, notamment dans des logiques de succession, qui justement veulent avoir cette compétence externe, on va dire européenne, à tropisme africain, pour créer les conditions de pérennité de l'entreprise. Mmh. Et est-ce qu'il y a une typologie, parce que là, c'est vrai qu'on a eu des exemples très différents, là, l'exemple de Zimbabwe, cet exemple de cette entreprise italienne. Est-ce qu'il y a des secteurs qui font plus appel au management de transition? Est-ce qu'il y a des pays d'Afrique, justement, où il y a plus de missions de transition?
ou bien ça reste un marché assez éclaté et sans vraiment de grande direction? Alors, je dirais un peu les deux. Il y a quelques directions. D'abord, l'Afrique a quand même des secteurs d'activité qui sont un peu spécifiques par rapport à l'Europe en particulier. Je pense au oil and gas qui, contrairement à ce qu'on croit, est en train de croître assez fortement. Il y a beaucoup de projets oil and gas. Des spécificités de la structure africaine fait qu'il y a beaucoup de services, beaucoup de banques, beaucoup d'assurances, beaucoup de commercial, beaucoup moins d'industrie qu'en Europe. Bon, j'accepte la contradiction, hein, sur ce point-là, mais c'est un peu des sentiments. Par contre, beaucoup de supply chain, il y en a beaucoup de commerce. Voilà. Ensuite, les pays anglo-saxons sont probablement plus en avance que les pays francophones sur des solutions un peu offensives de management, style management de transition, de par pour certains, leur ancienne appartenance au monde UK. Et en Europe, UK étant plus avancé que la France sur le management de transition, il y a nécessairement une plus grande propension à faire appel au management de transition. J'en veux pour preuve que quasiment la moitié des entreprises de management de transition en Afrique sont en Afrique du Sud, quasiment, c'est pas par hasard. Voilà. Maintenant, je tempère un peu mon propos parce que le Maroc, en particulier, est assez en avance aussi. Voilà, c'est un peu les grandes tendances, mais là aussi, on manque cruellement de statistiques et pas pour Xavier, mais pour moi, nous-mêmes, on manque de temps aussi pour faire ces analyses stratégiques parce que on est en ligne avec des clients, avec des choses, donc on n'a pas forcément mené non plus des études très fortes là-dessus. Voilà, mais je dirais pour résumer que c'est un marché qui est en progression, qui va être en progression. Dans les pays francophones, on est vraiment au début, dans les pays anglophones un peu plus avancés, et on colle à la structure économique de chaque pays, donc une forte prégnance sur le service, le oil and gas, un peu moins d'industrie. Ouais, c'est bien ça. Ouais, enfin, donc, ouais, Xavier, toi, par rapport pareil, si tu devais, typologie sectorielle ou de profil du Ouais, il y en a pays, est-ce qu'il pas. y a des tendances qui te Non, il y en décident a, ou pas vraiment? non, il y en a pas vraiment. Il y a, par exemple, sur les sujets il y a beaucoup de sujets de consolidation dans l'assurance et le courtage, notamment en Afrique. Donc là, on voit émerger des besoins. Mais c'est pareil, c'est en direction d'établissement, c'est en, en création de schéma directeur. Donc, si on va dire en Europe, il y a un peu moins de management de transition dans la banque et dans l'assurance, mais on a fait des choses au Kenya dans la structuration de digitalisation pour des banques en acquisition de réseaux d'assurance, par exemple. Euh, donc il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de secteur dans donc Gilles parlait de tout ce qui était oil and gas. Là, il y a par exemple la chose qui devient très importante ou les missions qui sont intéressantes, c'est les missions de compliance. Euh, et donc comment est-ce que derrière on structure pour ces entreprises qui sont assujetties à des problématiques Sapin 2, s'ils ont leur siège en France, ou des problématiques on va dire FCPA US, c'est comment est-ce que je structure la cartographie de mes risques et de mes fournisseurs, mais dans une granulométrie qui n'est pas un truc théorique en disant non, c'est-à-dire que derrière, on est sur le terrain et il faut recenser. Donc c'est ce que je vois bien apparaître. Il y a, non, ça couvre tous les secteurs. Il y a Tous les pays où il n'y a pas de... tous les pays. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Gilles par rapport au monde anglo-saxon, nous, on a fait un choix délibéré vis-à-vis du Nigeria, où on a une forme de relais. Pourquoi? Parce qu'on a fait des missions au Nigeria pour des entreprises françaises, pareil, en acquisition. Et donc, oui, enfin, je veux dire, vous êtes à Paris, à Londres ou à Genève et on vous propose Lagos. Donc, vous connaissez pas.
Si vous connaissez pas, bah oui, je veux dire, c'est comme tout, l'ignorance fait que bah, on sait pas, mais si on y va et qu'on commence à connaître un peu, bah, il y a des manières de structurer son activité. Et on rebondissait, hein, vous êtes dans certains cercles au Nigeria, même si c'est un pays de 200 millions d'habitants qui parle anglais, la structure haute de la société parle français. Pourquoi? Parce que les pays environnants sont français. Donc la réalité, c'est ça, c'est que culturellement, les Africains, déjà de base, parlent plusieurs langues de par leur ethnie, et en plus, ils ont des capacités linguistiques un peu supérieures à la moyenne, parce que justement, entouré de ces cultures différentes, eh ben, on appréhende des environnements. Donc, moi j'aime bien en fait faire du business en Nigeria parce que c'est émergent en fait, hein, c'est émergent. Mais le besoin il est là très clairement. Après on n'a pas résolu plein de sujets purement économiques parce que bah voilà faut sortir les dollars du Nigeria. Donc qu'est-ce que ça implique? On se fait payer en monnaie locale à partir d'une représentation à Londres. Et voilà, vous pouvez aller en Éthiopie, c'est pareil. Ça fonctionne exactement pareil. Donc, faut appréhender en fait tous ces enjeux-là, les enjeux en fait, juridiques, économiques et de développement. Mais derrière, une fois qu'on est d'accord sur les principes, normalement, on peut dérouler nos feuilles de route. Et donc, René, donc, quant au manager de transition, donc sur les missions que vous avez pu faire, comment il est perçu en interne? C'est-à-dire que est-ce qu'il est perçu comme n'importe quel dirigeant? Est-ce que finalement, quand vous arrivez, les employés savent que vous êtes là en transition, même si c'est une transition qui peut durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, ou voilà, ou est-ce que vous êtes un dirigeant parmi un autre? Enfin, dans vos expériences, comment ça s'est fait tout ça, et en particulier sur. C'est pour ça que j'ai parlé de la double culture. Parce que moi-même, dans mon expérience professionnelle, j'ai fait plus de 20 ans en Afrique. Donc, je connais les codes. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on définisse très clairement le rôle et les responsabilités, et même votre mission, très clairement. Et puis après, il faut écouter les gens, ceux qui sont là. Il faut les écouter et puis aussi, le respect viendra de la valeur que vous apportez, votre expertise. Qu'est-ce que vous apportez vraiment? Ben, si vous venez parler du beau français, blablabla, bla, 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 à un moment donné, ça va s'arrêter. Parce qu'ils sont pas bêtes, donc ils vont comprendre. Donc, je vais dire, moi, en général, c'est vraiment, je montre ce que je peux leur apporter avec toute humilité et les respecter aussi. C'est un peu mon approche que je fais toujours et puis après, ça va très bien. Par exemple, la mission que j'ai faite au Ghana, c'était quand même une longue mission. Et quand vous arrivez, vous trouvez, il y a des problèmes internes, les gens ne s'entendent pas, des choses comme ça. Il faut arriver à fédérer les gens. Et quand vous avez proposé une vision, un plan, et tout le monde va venir là, et quand ils voient aussi ce que vous pouvez leur apporter. Par exemple, mon cas, moi, avec Éléphant Vert, j'avais l'expérience des engrais organiques. Mais là, les engrais chimiques, c'était la première fois pour moi. Même les pesticides et tout ça. Donc, je ne prétends pas du tout être expert. Ils sont plus experts que moi. Mais moi, je viens leur apporter, dans mon expertise, à moi, comment il faut le vendre. Voilà. Et c'est à partir de là qu'on arrive à construire ensemble un projet et puis tout le monde arrive à adhérer. Je comprends. J'ai justement sur la façon dont sont perçus les managers de transition lorsqu'ils arrivent, est-ce que, enfin, vous de votre expérience sur ces missions, comment c'était vendu en interne, si je peux dire. J'ai pas vraiment constaté de différence, c'est ça qui est assez surprenant avec ce qui se passe en France. Quand on arrive dans une entreprise pour 6 mois, pour 9 mois, on a exactement les mêmes questions en France, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est qui? En général, quand on voit arriver quelqu'un avec une cravate, etc., on se dit c'est pas bon. Qu'est-ce qui va se passer? Et finalement, l'intégration c'est toujours très bien. Encore mieux s'il y a une entreprise de management de transition qui est là, parce qu'à ce moment-là, il y a vraiment cette approche tripartite qui fait qu'on s'intègre vraiment bien. Et en Afrique, on n'a pas constaté, par rapport à cette question très précise, de grandes différences avec la France. L'intégration se fait bien aussi, ou si elle doit mal se faire, c'est pas parce que c'est pas parce que c'est du management de transition. Voilà. Alors après, il y a des moments spécifiques. En France, les équipes sont souvent peuvent être réfractaires. Il y a une espèce de culture un peu, excusez-moi, un peu syndicale on est contre, etc.
En Afrique, on est beaucoup plus respectueux de la hiérarchie. Donc, quand on voit quelqu'un arriver, et donc on dit, voilà, notre dirigeant, même si c'est pour un certain temps, en général, la personne est acceptée. Alors, elle est acceptée, c'est pas pour ça qu'elle est acceptée complètement en profondeur. Il peut y avoir ensuite des freins. Mais je dirais que pour le manager de transition, ce qu'a décrit René, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, on est humble, mais sûr de son savoir-faire. Et on est là pour, c'est ça qui est très important, on est là pour aider les autres. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clients qui me disent, ah, mais il faut qu'on communique sur votre arrivée, mais comment ça va se passer, etc. Je leur dis, il y a quelque chose de très simple en communication. Dites-leur, vous, dirigeants du groupe, que vous leur offrez une mission de management de transition. Donc, c'est un geste que l'on fait pour les équipes. À ce moment-là, la personne est acceptée parce qu'on sait qu'elle vient là pour nous aider à sortir de cette situation qui est pas forcément confortable parce qu'on ne sait pas bien où on est, on ne sait pas bien où on va, on comprend pas bien qu'est-ce qui va se passer dans mon travail, est-ce que je vais rester, est-ce que je vais pas rester, est-ce que tout ça va être chamboulé. Quelqu'un vient pour nous aider. Donc ça c'est voilà, ça marche aussi bien, en Afrique qu'en France. Voilà. Oui, c'est pas. Sur ce Ah bah côté oui, de c'est réception, même pas encore une fois. Je veux dire, si je vous ai dit que la compétence c'est pas une question de couleur, la collaboration c'est même pas une question de couleur. Les Africains, ils savent que quand vous venez pas, vous êtes là pour les aider à construire. Je vous donne des exemples. Hein. Dans un pays en tension avec la France, c'est 30% du chiffre d'affaires de la société, 80% des profits. Je vous donne pas les chiffres, mais 30% de résultats. C'est clair, hein, si on regarde le sujet de Paris, bah oui, c'est une zone rouge, on va pas y aller. Oh là là. Mais non, c'est les Africains savent si vous êtes là pour les aider ou pas. Et donc à partir de là, vous faites des choix aussi on fait abstraction des tensions et le but du jeu, c'est quoi? C'est de sortir par le haut sur certains sujets. Et ce qui est d'autant plus, tu confirmeras ou pas, mais par rapport à l'expérience du Ghana, mais pareil, quand vous êtes en Afrique, dans certains endroits, c'est pas, je sais pas, une usine de 200 personnes que vous faites vivre. C'est 1500 personnes. Et les 1500 personnes que vous faites vivre, c'est quoi? C'est aller à côté de l'usine, on va faire un peu de l'activité sociale, donc un petit tournoi de foot, du barbecue. Et en fait, de manière assez étrange, on va décupler la loyauté des employés à l'entreprise. Et dans l'exemple que je vous donne, c'est pareil. Hein, on n'a pas eu de souci. Hein, on a changé le commissaire aux comptes. On a complètement changé le conseil d'administration. Un monsieur africain qui était très intéressant comme président du conseil pour discuter ses bons d'essence, les roues du 4x4 qui étaient usées ou autres. J'ai aucun souci à lui dire que ouais, ok, je suis pas sur le continent tout le temps, mais je sais un peu comment ça fonctionne. Donc, ce qu'il est prêt à faire, à aider la population ou pas, quoi. Parce que c'est bizarre. J'ai vu qu'à la station-service, ils négociaient des bons d'essence. Mais vous dites les choses de manière très factuelle. Tout d'un coup, les gens disent ah ouais, parce que ah non, on va pas transiger. Et donc à partir de là, les équipes, elles savent que vous êtes là pour construire avec elles. Et cette construction, c'est ça en fait qui donne la satisfaction. Mais voilà, tu peux dire au Ghana, je pense que c'est un peu ce que tu as vécu aussi. Tout à fait. Et par ailleurs, alors aussi un peu, enfin, autre sujet, est-ce que le contexte sécuritaire en Afrique justement va plutôt favoriser l'appel au management de transition ou est-ce que ça a un impact justement parce que justement tu parlais là d'un pays par exemple, tu prenais un exemple où la France n'était pas le bienvenu, est-ce que justement ça va pousser les entreprises à dire oh là là, on sait pas trop combien de temps, enfin, comment ça va tenir, donc on va plus faire appel à un manager de transition que de nommer un permanent. Ouais. Pas tant que ça, c'est-à-dire que ça n'a pas. Bob Denard n'est pas manager de transition. Il n'est pas dans notre milieu. Sécurité, elle est à tous les niveaux, la sécurité ou l'insécurité.
le plus compliqué qu'on ait fait, on a fait une mission avec un manager de transition français au Burkina Faso, alors avant les événements très récents, mais c'était déjà un moment où tout le nord du Burkina et l'est du Burkina Faso était vraiment en tension avec les groupes islamistes, et donc on était à Ouaga. Bon, on prend des mesures, hein, le manager a changé tous les mois de résidence et on n'allait pas dans le grand hôtel de Ouaga où vont tous les Occidentaux, et voilà. Et puis, ce que je n'ai pas raconté tout à l'heure, quand on va dans le restaurant, ben, il y a un monsieur en kaki avec un Kalachnikov ou je sais pas quoi, enfin, quelque chose de très impressionnant, qui vous fouille un peu avant d'entrer dans le restaurant. Bon, ben voilà. Euh, on n'a pas eu trop de sujets par rapport à ça. Après, il y a des insécurités, j'en reparle, puisque fiscales. D'un seul coup, on découvre que des insécurités de paiement. D'un seul coup, on découvre que c'est pas si facile, parce que l'argent va très facilement d'Europe vers l'Afrique, mais il sort, enfin, le mouvement inverse est plus compliqué. Et donc là, on découvre que soudain, les choses sont pas si simples que ça. Quand on crée, c'était notre cas, on a créé deux sociétés sur place. On est vraiment nous basés sur place avec des gens locaux. Donc je suis le seul représentant franco-français en France. Tous les autres sont en Afrique. Créer une succursale ou une filiale, ça veut quand même dire, c'est pas de l'insécurité, mais c'est de la tracasserie. Il faut aller face à un notaire, un vrai notaire, etc. C'est des choses qui sont un peu compliquées comme ça. Donc, je dirais qu'il y a plus de l'insécurité administrative ou fiscalo-financière que physique. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais voilà. Et les entreprises prennent ça en ligne de compte, bien sûr, mais je peux pas trop en parler parce que chez Actis, 80% de nos clients sont des entreprises africaines. Donc, pour eux, je dirais que l'insécurité, c'est l'insécurité qu'ils vivent au jour le jour dans leur pays. Voilà. Et les entreprises internationales, on en a eu, bien sûr. Donc, celle dont je parlais tout à l'heure, c'est une française, une autre qui est purement française, à Bordeaux. Mais bon, on est en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, c'est un peu la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'insécurité, mais c'est pas là que c'est pas là que c'est plus dangereux. Voilà. Alors, j'ai été juste choqué, il y a 2 semaines par les événements au Sénégal, que je considérais comme un pays vraiment calme, où les gens sont calmes, où les gens semblent raisonnables et raisonnés, et où là, il y a 16 morts. Donc, c'est un peu, parfois, ça, Oui, oui. on sait que si on va en Centrafrique, on prend des dispositions un peu différentes que d'aller en Côte d'Ivoire, c'est clair. Et toi, Xavier, justement, est-ce que parfois le contexte sécuritaire va plutôt pousser des entreprises à aller vers le management de transition plutôt que vers un recrutement permanent, ou là aussi finalement c'est pas vraiment un facteur d'appel au management de transition? C'est pas un critère, c'est pas un critère de choix. Quand on a fait la mission au Nigeria, on a fait réfléchir le groupe sur justement, par exemple, ce que disait, enfin, sur cette notion d'insécurité, on va dire financière, c'est pareil. Vous êtes au Nigeria, il faut acquérir des dollars. On passe par la banque, on utilise le marché parallèle, et généralement avec des taux qui peuvent être moindres. Et donc, le but là, ça a été de faire réfléchir l'entreprise sur le cadre de compliance. C'est-à-dire que, OK, les gars, on vous donne upfront la règle du jeu. Alors, ils la connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas pratiqué. Mais moi, je l'ai pratiqué pour une grande boîte internationale. Donc, je sais un peu comment le schéma fonctionne. Après, il faut juste mettre le cadre légal qui va bien pour dire à Paris, on met tous les tampons. C'est ça, en fait, la réalité. C'est pas pire comment dire, qu'autre chose. Et on a fait réfléchir l'entreprise justement aussi sur les principes de sécurité. Mais encore une fois, on l'a vécu, on ne l'a pas vécu. Donc, c'est pareil. Je veux dire, voilà, les Ghost fait peur, par exemple, pour citer cette ville et ce pays. Ben oui, mais parce qu'elle a des choses qui sont en contradiction avec notre référentiel. Mais ça ne veut pas dire que ce référentiel, il est plus ou moins bien par rapport au nôtre. Donc, pareil, c'est une fois que les codes sont là,
bah, qu'est-ce que ça implique? Et nous, notre rôle, c'est là que moi j'estime être aussi un trait d'union sur les ressources, un trait d'union sur les entreprises. C'est pas plus compliqué d'investir en Afrique que d'investir ailleurs. Je donne toujours l'exemple. En Europe, on n'investit pas parce qu'il y a trop de chiffres. Aux États-Unis et en Afrique, on n'investit pas parce qu'il n'y a pas de chiffres. La réalité du pas de chiffres, c'est aller sur le terrain et rencontrer les gens. J'ai toujours eu de l'information en Afrique en allant sur le terrain. C'est-à-dire que c'est ça la réalité. Donc, et puis on croise, recroise. Et une fois que en fait on met l'entreprise un peu dans cette disposition de réflexion, ah ça y est, et on ouvre un peu des champs de réflexion. Mais je pense là, il peut y avoir des managers aussi freelance qui interviennent et qui font exactement le même travail que on peut faire nous en mode intermédiation. Donc, Je pense aussi que la sécurité, tout ça, on peut parler aussi de la perception de la sécurité. Des fois, la perception, quand par exemple, on n'a jamais été en Afrique, si je parle de mon pays d'origine, le Congo, les gens, quand ils parlent Congo, ils voient la guerre tout de suite quand tu sors de l'aéroport. C'est ce qu'ils ont en tête. Sachant que la RDC, c'est 4 fois la France. Et donc, ce qui se passe à l'Est, moi, pour prendre l'avion de Kinshasa vers l'Est, c'est 3 heures d'avion dans le même pays. Et donc là, voilà. Et donc là, les gens ne le savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils entendent dans les réseaux sociaux actuellement. Et tout ça, pareil avec le sentiment anti-français, qui est une réalité, mais politique. Ça n'a rien à voir avec l'économie, dans l'économie d'ailleurs, dans la vie sociale. Les Africains, il y en a qui ont épousé des Européens ou vice-versa et tout ça. Les gens vivent ensemble. Il n'y a pas ça. Mais donc, il faut des fois déconnecter, ne pas prendre des décisions sur la base des perceptions. Donc, il faut un peu essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. D'où l'intérêt justement d'avoir dans les managers de transition des gens qui ont déjà une expérience dans le continent, qui savent distinguer la perception, les préjugés et la réalité et comment y aller. Parce que la réalité, c'est que là, présentement, tu es noir de peau sur cette table et à Kinshasa, ils te voient comme un blanc. Oui, aussi, ouais. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et justement, quand on a quand même cette compréhension-là, c'est là, en fait, où, que ce soit avec les entreprises africaines ou les entreprises européennes, c'est de leur montrer que ça n'a aucune, cette perception n'a aucun sens. Ce qui fait du sens, c'est la compétence et qu'est-ce qu'on veut construire. Comment est-ce qu'on va du point A au point B? Et est-ce qu'on est intentionnel sur la création? Une fois qu'on est intentionnel sur la création, ça déroule en fait. Il n'y a aucun souci. Et puis, juste le dernier mot là-dessus, c'est que pour moi, avec l'observation que j'ai eue les 20 dernières années, c'est que l'Afrique, c'est vraiment un marché d'opportunités. Mais il faut pas y aller avec des préjugés parce que aujourd'hui, il y a d'autres investisseurs, d'autres pays. Il y a des Turcs. On voit seulement les Chinois, mais il y a des Turcs, il y a des Brésiliens. On n'en parle pas. Et qui sont là. Et eux, ils essayent de voir. C'est sûr, il y a des challenges dans chaque pays. Il y a des challenges, il y a des spécificités. Il faut pas, c'est que des fois, on en parlait souvent avec Xavier, même par exemple aux clients italiens, c'est que des fois, les gens s'attendent, quand ils abordent un nouveau marché, ils veulent absolument que ce soit les standards français ou les standards européens. Ça ne sera jamais, parce que c'est pas le même pays. Donc, c'est aussi un peu cette flexibilité-là avant de prendre des décisions. Bien sûr, si vous n'êtes pas convaincu, il faut pas y aller, ça c'est clair. Alors, avant de passer aux questions, juste pour conclure, donc l'avenir du management de transition en Afrique. Donc, Gilles, ce que tu disais, c'est-à-dire, en gros, tu es plutôt optimiste et c'est plutôt quelque chose qui devrait suivre la tendance qui a été suivie en France, c'est-à-dire il y a aucune raison de penser le contraire. Il y a une espèce de mouvement qui dans le monde qui part des États-Unis, qui passe par l'Europe du Nord et puis qui ruisselle vers l'Europe du Sud, puis vers l'Afrique. Et donc il y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. On voit exactement les mêmes phénomènes qu'en France. Aujourd'hui, c'est early adopters pour des questions un peu naïves qu'on a moins en France. Mais ce qu'on note absolument en Afrique, c'est une soif de grandir, de grossir, d'arriver. On n'a pas ce qu'on a parfois en France, c'est-à-dire on essaie de rentrer en contact avec des clients. Ah oui, mais monsieur machin est très pris, etc. En Afrique, on pense sur téléphone, on prend des rendez-vous, on est reçu. C'est
C'est beaucoup plus ouvert. En revanche, en France, quand une entreprise a décidé de faire appel à une solution de management de transition, elle va jusqu'au bout. Voilà, avec nous ou pas avec nous, ça c'est autre chose. Mais voilà. En Afrique, on a encore trop des gens qui voudraient bien, mais qui, au moment de signer, ne signent pas et n'y vont pas. Donc, il y a des différences culturelles quand même, mais le management de transition va absolument se développer en Afrique, sauf à ce que une catastrophe on n'identifie pas arrive. Mais enfin, vraiment, je reprends ce que dit René, c'est une terre d'opportunités. Alors, c'est un peu la tarte à la crème de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, il faut y aller en connaissant le marché, en connaissant les habitudes, en connaissant les façons de faire, en comprenant les enjeux. Donc, c'est un mélange. Et chez Aki, c'est un peu le choix qu'on a fait, c'est qu'on a en même temps, alors c'est moi je suis le français, il y a Patricia aussi qui est là-bas, on est les Français, donc on a nos plans, comme tu disais, nos plans bien structurés, etc. Faut penser comme ci, comme ça. Et puis, on a sur place Ambroise qui doit nous écouter actuellement voilà, qui a en même temps un pied en France parce qu'il est sorti d'HEC et a fait quelques expériences dans le monde de l'Occident et puis maintenant est en Ivoire en Côte d'Ivoire et qui dit ok, très bien, ton truc, c'est voilà, mais maintenant tu vas te calmer et on va faire que ça avance, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui marche bien. C'est en même temps de la structure parce qu'il en faut et que l'Afrique est demandeuse de ça. Elle est demandeuse absolument de structuration, de savoir-faire. Le maître mot que j'ai entendu déjà dans ta bouche tout à l'heure et qui est tout à fait vrai, c'est transfert de compétences. On l'entend quasiment jamais en France. En Afrique, vous faites du transfert de compétences à la fin de la mission. Mais oui, bien sûr, on est là non seulement pour vous aider à structurer les choses, mais à laisser une situation pérenne. Et donc ça, il y a vraiment un besoin de ça. Mais il faut pas y aller en étant on est les plus forts, on sait tout mieux que tout le monde et à la moi-même, c'est-à-dire avec des plans comme ça, boum boum. Enfin, c'est bien, mais il faut calmer un peu les choses et voilà. Donc oui, je suis assez optimiste. Il y a un vrai marché. Oui, le même constat. Et après, il faut vivre aussi un peu au temps de l'Afrique, c'est-à-dire que la prise de décision, elle est un peu différente. Pour ceux qui ont été en Afrique, hein, vous voyez, on va commencer à boire un coup avec les gens et on va parler de la famille et du temps et de je sais pas trop quoi. Et au bout de 4 heures, si j'ai des exemples, vous voyez des gens énervés ou autre, mais non, c'est le processus. Et une fois que le processus il est enclenché, on déroule. Donc là, pareil, je regardais, j'ai une mission en Afrique, ça fait 4 mois ou 5 mois qu'elle est en discussion commerciale. Ah là là, on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, un pas de côté, mais ça construit toujours. Ça construit toujours. Donc le lien, il n'est pas rompu, mais voilà, il faut convaincre et reconvaincre. Non, c'est effectivement, René l'a dit, il y a des opportunités. 2, il y a plein d'entreprises qui sont en demande. Et après, pour l'avoir vécu, en tout cas pour une grande entreprise américaine, je sais ce que ça veut dire. Donc, pour les entreprises françaises qui sont de toute façon juste de l'autre côté de la Méditerranée, c'est même pas, il y a même pas à réfléchir. Hein. Moi, je peux travailler avec aussi des opérateurs nord-africains qui font des acquisitions en Europe, qui rapatrient des lignes de production sur le continent. On va diminuer par 2, 3 le coût de production. On garde le marketing en Europe. Et on a une politique commerciale internationale, donc ça fonctionne. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment écouter ces gens, accompagner. Où l'approche est différente, mais elle fait autant de sens. Donc, et après, le dernier point, c'est que il faut appréhender donc 54 pays différents avec des schémas différents, mais la réalisation future de l'Afrique, c'est des sociétés panafricaines. Et là, on est cross-frontières, cross-culture, et c'est ça qui est très, très intéressant. Et puis, il y a de plus en plus de fonds d'investissement africains. Oui. Ils font des acquisitions. Ok, alors Sandrine? Moi, j'ai une question. Xavier, tu as bien illustré le rôle de sparring partner tout au long de la mission et qui renforce en fait la valeur ajoutée du manager. Enfin, il a l'air de pouvoir se retourner vers toi pour avoir des nouvelles idées, confronter des choses et tu l'accompagnes même dans le quotidien.
est-ce que en amont, on prépare le manager aussi à partir à une mission, ou est-ce que aussi vous avez des actions vis-à-vis de votre vivier de candidats à partir en Afrique tout au long de l'année, ou est-ce que vous partagez par exemple des retours d'expérience de managers qui sont partis en Afrique vers d'autres candidats potentiels? Est-ce que vous animez ça aussi? Oui, oui. Alors après, chez nous, chez Procad, de temps en temps, je vais utiliser un manager de transition opérant sur une mission vis-à-vis d'un autre manager qui veut rentrer dans le vivier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut rendre concret en fait l'expérience pour voilà, c'est pas on va dire c'est pas un peu ce que je peux constater on va dire en France où voilà, on est un manager de transition parisien et je vais avoir une mission en province. Donc, je veux revenir tous les vendredis. Ah non, là, c'est complètement différent sur la notion Afrique. Il faut la meilleure personne qui peut l'illustrer, c'est René. C'est-à-dire que en tant que témoin vis-à-vis de la relation client, mais témoin vis-à-vis d'autres managers de transition sur ce que ça implique. Et donc, là où ce que tu dis, moi, m'intéresse grandement à titre personnel, c'est cette logique d'accompagnement. C'est que si René, il opère dans un pays africain, il se dit, ah, OK, si jamais il se passe quelque chose, il comprend que il va falloir mettre en exergue un certain nombre de sujets. Hein, donc, j'ai comme ça un exemple sur, on fait une restructuration, ça passe bien, bon, bah, de temps en temps, il y a un peu de sale boulot à faire parce qu'il faut aussi mettre fin à des contrats. Et là, là, l'avocat local appelle, dit ouais, tiens, ça serait bien si tu passais la frontière. Donc, j'ai l'information, on en discute et puis voilà. Moi, je pense que l'accompagnement, c'est au moins important. Hein. Par exemple, si je prends les cas concrets de ces clients italiens qui connaissaient pas du tout l'Afrique, c'était important. Mais par exemple, il avait pour la Côte d'Ivoire, surtout quand on demande des engrais, je pense que c'est pareil. Ici, c'est encore plus strict. Vous pouvez pas introduire un nouveau produit sans passer par des tests. Hein. Mm-hmm. Et donc, pour faire ces tests-là, bon, il faut payer. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus cher qu'au Sénégal, mais il bloquait un peu là-dessus. Mais c'est le point d'entrée. Hein. C'est là qu'on avait fait beaucoup de réunions avec Xavier. On a fait même des calls ensemble. D'abord, entre Xavier et moi. Et puis après, des calls avec le client pour lui expliquer que si tu veux rentrer dans ce marché, tu dois passer par là. Donc, c'est un investissement. Il faut pas voir ça comme un coût. C'est un investissement. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez les homologations, ce sont les homologations au nom de la société. Donc, même si demain vous changez de partenaire, ça vous appartient à vous pour distribuer ça dans le marché. Mmh. Oui, après, c'est pareil. Sur des logiques, par exemple, industrielles, combien de fois j'ai des discussions avec les entreprises sur leur price point de production. C'est pareil. Enfin, je pense que les réflexions, elles existent aujourd'hui. On peut créer des usines et en Afrique et faire de la production. L'usage, quel est l'usage? C'est un usage local, un usage africain, un usage d'export. Et à partir de là, il faut mettre en place ces price points de production, voire de distribution, cohérents avec la logique du marché. Et voilà, après, comme je vous disais tout à l'heure, hein, mission dans le bois, il y a des normes qui régissent ça de manière extrêmement dure. Voilà, ça ne peut pas empêcher de cette entreprise italienne de démarcher des acteurs américains sur le sujet, et notamment le premier producteur mondial de guitares sur sa découpe d'ébène. Et donc, comment c'est possible? Bah oui, comment c'est possible? Parce que justement, on a la compréhension des enjeux et de ce que ça veut dire. Et c'est ça le but du jeu. C'est ça aussi, je pense, la beauté du management de transition. C'est aussi réunir des gens qui ne pensent pas pouvoir travailler ensemble à finalement trouver un objectif commun et en disant, ben voilà, c'est comme dans nos vies quotidiennes, hein, on prend le train, il y a des gens qui montent et qui descendent dans votre vie. Et ben là, c'est exactement pareil. Et
pendant un temps donné, eh bien, on essaye de donner confiance à des gens, de construire quelque chose et de leur dire, bah, voilà, quoi, faisons un bout de route ensemble. Virginie, on a des questions, hein, tu me fais signe. On a 3 questions en Oui. ligne. La première, c'était au tout début de la commission, c'était quelle est selon vous la meilleure approche pour proposer ces services de management de transition dans les structures, en particulier sur le continent africain? Je suppose que c'est pas mal la solution, je ne comprends pas. Alors, donne les 3 questions, et puis on va voir si on peut regrouper peut-être les réponses ensuite. On a 2 questions, c'est sur une mission de 6 mois, des voyages réguliers sur la France sont-ils négociés avec les clients et pour quelle durée? Et la dernière, c'est une question, oui. Je pense effectivement que l'Afrique aura plus d'opportunités de croissance, structuration et développement, et l'Europe plus sur des problématiques de restructuration en réalité, incluant MEA et divestiture. Qu'en pensez-vous? Voilà. Alors, je répondrai à Gilles sur quelle... Sur la deuxième question, bon, j'aime bien faire la distinction entre des managers pas compliqués et des managers compliqués. Il faut avoir une priorisation des problèmes. Quand on vous appelle et quand on appelle un manager de transition pour lui dire il y a une mission à faire à tel endroit et voilà en gros ce qui se passe, moi j'aime des gens qui sont pas compliqués, c'est-à-dire qui posent les bonnes questions. Ok, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Vous pouvez m'en dire plus, etc. Ok. Et puis, quand est-ce qu'on les voit? En visio ou en physique, etc. Et puis, il y a un certain nombre de managers qui, à peine on pose la question, il y a une mission à faire à tel endroit. Ah oui, mais alors, je peux faire combien d'allers-retours par mois ou par semaine? Et c'est quoi la rémunération? Est-ce que vous prenez bien en compte les tickets restaurants, etc. Bon, il faut bien comprendre que quand on est manager de transition, je pense de contrôle, mais il faut d'abord être orienté vers le client. Après, les questions de rémunération et d'organisation sont tout à fait légitimes, mais il faut bien les prioriser dans le bon sens. Voilà. Donc, pour répondre à la question, j'en sais rien. Et puis, j'ai pas envie de savoir si on peut rentrer en France, pas rentrer en France. Il y a des cas, on va rentrer tous les 15 jours, et des cas, on va rentrer tous les 6 mois. J'en sais rien, et c'est pas mon sujet tant que j'ai pas un client français qui me dit j'ai besoin d'un manager ou j'ai besoin d'une mission de management de transition dans tel pays. Voilà. Après, est-ce qu'on va travailler avec un Africain, à quelqu'un de diaspora, un Français, un Anglais, un Américain? Je n'en sais fiche rien. Quand on aura identifié le bon manager et que tout le monde sera d'accord pour y aller, là, on se posera la question. J'aimerais bien rentrer une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois. Ok, bon, on verra. Mais à ce moment-là, le deal est fait. Et le deal est fait, et donc on s'est focusé sur le plus important. Et on fait des missions où avec le même manager, on a des rémunérations différentes et des modes de prise en charge des frais de vie qui sont différents parce que les clients sont différents, les enjeux sont différents et voilà. Donc il faut bien comprendre quelles sont les vraies bonnes questions. Voilà. Juste pour faire un petit commentaire sur ce que disait Gilles, hein, c'est que je pense que on n'y va pas seulement. Bien sûr, nous tous nous voulons l'argent, pas de problème. Ça c'est aucune discussion là-dessus. Mais aussi, je pense que les managers de transition, c'est des gens expérimentés et ils y vont aussi pour partager leur expérience et même transférer aussi même des connaissances, des compétences. Et donc, ça, c'est aussi un grand plaisir. Par exemple, moi, je peux dire en quelque sorte, c'est moi qui ai un peu défini mon temps à passer au Ghana, par exemple. Vu ce que je devais faire, ne connaissant pas du tout les pesticides, je devais passer plus de temps. C'est vrai que pour côté famille, c'était pas terrible, mais il fallait au moins passer 2 mois avant de revenir en France. Sinon, si vous passez une semaine, je vois pas comment vous allez délivrer. C'est un peu compliqué. Il faut, par rapport aussi à la réalité, mais si on peut pas le faire, mieux vaut ne pas le faire. On a un manager qui a fait une mission de 9 mois à Abidjan, principalement, qui est franco-ivoirien, sa famille est en France. Il est revenu 2 fois en France. Mais c'était en complet accord, il y avait 0 souci. Il a télétravaillé depuis la France sur les dossiers. Il n'y a eu aucun problème, ça n'a posé aucun sujet. S'il m'avait posé la question dès le début en disant mais combien de fois je peux revenir en France, je dis mais mon bon ami, j'en sais rien du tout. Je sais pas combien de temps va durer la mission. Je sais même pas ce qu'il y a à faire dans les grandes lignes, mais dans le détail, je sais pas. Et je rejoins complètement ce que dit René, c'est que si on s'implique pas dans le dossier, et attention, c'est un des plus gros reproches qu'on peut faire à un manager de transition, c'est de pas descendre dedans, de pas mettre les mains dedans. Moi, j'entends régulièrement des clients me dire, ah, ils mettent pas les mains dedans. Alors souvent, c'est pas en parlant de nos managers, mais peut-être d'autres managers, mais pas forcément de transition, mais les clients veulent des gens qui mettent les mains dedans. Et si on met les mains dedans,
et que par ailleurs on veut revenir une fois par mois en France parce qu'on a des contraintes qui font que, et ben voilà, on reviendra une fois par mois en France et puis c'est tout. Il n'y a pas de discussion. C'est pareil aussi, hein, quand vous faites des missions à l'intérieur du pays. Le logement et tout ça, il faut pas s'attendre au confort des hôtels de la capitale, hein. Donc, il faut être préparé à s'adapter à tout ça. C'est ça. Sur la troisième question, effectivement, en Europe, plus de la restructuration, en Afrique, plus de la structuration. En Europe, je sais pas. À mon avis, il y a autant de structuration que de restructuration, parce que les choses bougent très vite en Europe et les entreprises se structurent, et puis il y en a qui se restructurent, en effet. Voilà. En Afrique, il est vrai qu'on fait chez Acquis en tout cas, donc il faudrait voir avec Procard l'expérience que vous avez, mais on a beaucoup, effectivement, de missions de structuration. Et nos clients, en général, sont assez, avides de mieux structurer les choses, de progresser, de vendre plus, de mieux structurer les choses. Ça, c'est vrai. D'accord. Oui, Xavier, même qu'un commentaire, donc. Non, c'est clair que plus, on va dire, plus la mission se passe et plus la confiance étant installée, plus l'entreprise est en capacité de elle-même, en fait, de suggérer au manager ne se met pas de contraintes sur l'achat d'un billet d'avion pour rentrer en France. Moi, j'ai un exemple de manager où, en fait, je lui ai dit, au bout de 6 mois, ça serait peut-être bien que prendre l'air ailleurs, parce qu'il doit avoir une famille ou des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas trop pensé, mais bon, voilà, ça n'a pas. Donc, mais ça, comme voilà, c'est comme le dit René, ou ce que j'ai dit Gilles, si on veut tout upfront, le truc carré, machin, bon, ok, bah c'est pas possible. Je vous donne un autre exemple, hein, la personne qui m'explique qu'elle connaît l'Afrique. Parce qu'elle était directeur Afrique sur son CV et tu dois en voir plein où, bah oui, je veux dire, je fais l'Afrique d'une tour d'ivoire à Paris, à Londres, à Genève ou à Stuttgart et je descends dans l'hôtel 5 étoiles. Ouais, ok, super, ça existe, hein, je l'ai fait, mais par contre, j'ai fait plus de cases et ça, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, alors, il y a une question de Stéphane et puis après, je vais prendre la question. Oui, je crois qu'il y avait une première question. Ah. Oui, la première question, c'est comment on fait pour devenir manager de transition? Poser des services de management dans une structure, en particulier chez les consultants impliqués. Eh ben, on contacte Procadre, on rend ses données sur le site web et puis ensuite on a un entretien. Même chose sur Excel. Voilà. Stéphane, tu avais ensuite j'ai deux questions rapides. La première, ça peut-être un peu de la question. Moi, quand j'ai commencé à travailler ou m'intéresser au management de transition, c'était essentiellement des organisations qui proposaient des gens qui étaient à la retraite, en pré-retraite, etc., et qui complétaient un peu ce qu'on disait tout à l'heure, des gens qui ont l'expérience. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'on retrouve toujours des gens? Alors, on a un cas de René qui est par définition exactement la définition, et quelqu'un qui était un cadre dans un grand groupe, etc., et qui aujourd'hui est freelance. Parce que c'est toujours le cas. La deuxième chose, on a entendu des choses très, très bien depuis le début. Et comme dans toute entreprise, je pense qu'il y a des échecs. Et ce qui m'intéresserait, c'est que vous donniez chacun un exemple d'une mission qui a échoué et que vous nous donniez l'analyse qui a amené à l'échec. Enfin, ce qu'on appelle le rétex chez vous. Alors, première question sur le... René, c'est le cas typique. Hein, je crois qu'elle est votre âge, mais c'est les 50 ans plus. La retraite ou pas, non, j'ai pas l'impression, je dis pas qu'il n'y en a pas des gens à la retraite, mais c'est pas spécialement des gens qui sont à la retraite. C'est des gens qui ont 50 ans et plus, qui sont sortis d'un groupe et qui se disent, management de transition, ça semble bien. Après, il y a ceux qui en font une, deux, puis ils se disent, bon, oui, c'est pas mal, mais finalement, c'est quand même le CDI qui me plaît plus, et puis je préfère des enjeux sur le plus long terme. Et puis, il y a quelques managers qui, ça, c'est des vrais, des purs, qui se disent, mais j'aime tellement ça que je veux plus faire que ça. Et on les reconnaît en ce qu'ils refusent des CDI. Souvent en fin de mission, on leur dit, écoutez, vous êtes là depuis 6 mois, ça se passe tellement bien, vous voulez pas rester. Et certains managers disent non, je resterai le temps qu'il faut je vais pas partir comme ça du jour au lendemain, mais je veux pas rester en CDI parce que je veux continuer à faire ce métier et l'aller d'entreprise en entreprise dans les moments les plus compliqués, les plus chauds, donner vraiment un maximum d'énergie à ce moment-là et repartir comme Lucky Luke quand les problèmes sont réglés.
En Afrique, c'est un petit peu différent. Enfin, ça, c'est vrai en Afrique aussi, mais je tempérerais par le fait qu'il y a quand même pas énormément. On est encore dans un marché naissant, donc c'est encore compliqué de sortir des grands principes sur notre expérience en Afrique. Chez Actis, on a un vivier, mais qui est assez réduit. Quand on a une entreprise qui nous appelle en disant qu'il faudra mettre en place une mission de management de transition, on fait presque plus appel à notre réseau. Et on trouve des gens qui, comme René, en ont fait plusieurs, d'autres qui n'en ont jamais fait. Il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de règles. Il y a des gens qui peuvent être à la retraite. Et puis ça dépend des enjeux également. Ma question, c'est que ce vivier, c'est celui-là. Oui. Et pas des gens qui ont 35 ans et qui décident de se dire, moi, je vais être manager de. Alors, 35 ans, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Oui, là, on peut, en fait, en gros, d'une manière plus large, je pense, à un peu moins d'expérience que Gilles sur le management de transition, mais en 6 ans, on diminue en gamme. En Europe, on peut trouver des gens, notamment en âge, par exemple, dans comment? Oui, mais par exemple, dans toutes les missions de DSI ou d'IT, on peut retrouver des gens en limite à 38 ans. Et après, on peut aller jusqu'à 70 ans sans problème. Nigeria, il a quel âge? Donc, oui, il avait 42 ans au Nigeria. En fait, tout dépend des missions. Si ce sont des missions à fort leadership, avec des enjeux qui sont vraiment très importants et très lourds, et où la connaissance du marché, la connaissance du métier, mais aussi le leadership est vraiment important, parce qu'il s'agit de remettre en route des équipes. Là, avant 50 ans, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment avoir fait sa révolution personnelle, avoir pris, excusez-moi, des portes dans la figure et être au clair avec soi-même, avec ses propres névroses, de façon à pouvoir se consacrer aux autres. Quand ce sont des missions plus techniques, où effectivement, si je vais mettre en place un ERP ou, comme tu le disais, une mission de SI sur un point très technique et très spécifique, à la limite, l'âge a moins d'importance parce qu'on attend d'abord une compétence technique. Mais est-ce du management de transition? Après, il y a une chose assez amusante par extension. On a beaucoup on va dire, d'Africains d'origine ayant développé des compétences médicales en Europe qui décident d'implanter des cliniques et des centres en Afrique. Et là, en fait, il s'avère qu'il y a un vivier de gens retraités plutôt dans le médical, sur tout ce qui est anesthésie, chirurgie légère, où je discute avec des gens qui me disent mais comment est-ce que on peut structurer du business? Parce que encore une fois, quand je dis ça, c'est-à-dire que je poursuis, elle est dans le transfert de compétences. Je pense que chacun d'entre nous, oui, il y a 10 ans d'âge où voilà, on sort de l'école, on apprend des trucs, une tranche où on développe sa carrière, et puis la finalité de l'humain, c'est quand même de transmettre et pas de garder pour soi ses connaissances. Et je pense que ce besoin-là, il est aujourd'hui encore plus vital dans la société. Les Africains, pour certains, en fait, comprennent que c'est un enjeu capital, notamment vis-à-vis des jeunes générations en Afrique. Et donc, comment est-ce qu'on crée toutes ces passerelles de transfert de savoir? Et lui, le monde médical est en train d'essayer aussi de réfléchir sur ce que ça veut dire en termes d'accompagnement. Et alors, la deuxième question de Stéphane, les échecs, en fait, en tout cas, pour Procadre en Afrique, on n'a pas d'échecs. Alors, pourquoi, Stéphane? C'est que en gros, le sujet, il est à l'origine. On va ou on n'y va pas. Moi, je vais pas pourvoir. Mais il y a pas on n'a pas sur le nombre de missions qu'on a réalisées en Afrique, il y a pas d'échec. Ou si l'échec relatif, c'est si par exemple, je sais pas, on finit par avoir un coup d'État, un truc où t'es pas payé, mais voilà, mais j'ai pas de retour d'expérience à te dire qu'un client était insatisfait. Le manager, il réussit toujours la mission parce que l'homme est un homme.
Après, la note, elle n'est pas forcément de 20 sur 20 à chaque fois. Oui, c'est ça, Elle a voilà. toujours été supérieure à la moyenne. La note, elle n'est pas de 20 sur 20, mais si tu veux, si on n'a pas enfin, comme je disais, nous, on est sur une durée de mission qui est un peu supérieure à la moyenne. Si le client était pas satisfait, je ferais pas des missions de 24 mois, de 30 mois, de 18 mois, de 15 mois. Alors nous, on a un échec qui n'est pas de notre fait, mais qui est le fait du client. Il s'agissait de mettre en place un CSP, un centre de services partagés, une usine à comptabilité. Et donc, on a délégué un manager de transition qui était chef de projet et qui savait très bien faire. Et on a très bien construit le plan d'action qui était à base de beaucoup d'informatique et d'organisation. Sauf que ce qu'on n'avait pas vu, donc c'est un petit peu notre faute qu'on ne l'ait pas vu, mais c'est que le niveau catastrophique de compétences des équipes qui devaient travailler sur ce CSP, donc les comptables qui devaient étaient absolument pas là. Les gens savaient pas que débit doit être égal à crédit, ils savaient, enfin, ce n'est pas des comptables, quoi. Donc on s'est retrouvé avec, excusez-moi, une bande de bras cassés. Notre faute aurait dû être, on aurait dû s'en rendre compte plus tôt et très vite tirer la sonnette d'alarme en disant au client, moi, je veux bien qu'on mette en place tout ce que tu veux, sauf que là, avec les équipes qui sont là, ça va pas le faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion, parce que c'est ça qui est important dans le texte, c'est toujours à vous regarder, écouter. Je suis bien d'accord avec vous, tout homme, y compris un manager de transition qui est un surhomme ou une surfemme, a un défaut. On a tous des défauts. S'il en a qu'un, c'est déjà bien. Donc on a tous des défauts. L'avantage de travailler avec une entreprise de management de transition comme Procare International ou Actis Africa, c'est que le cabinet ou l'associé pallie même partiellement à ce défaut. Un manager peut être trop bavard, pas assez bavard, trop analytique, trop dedans, trop comment dire, policé, ou au contraire, trop rentre dedans, etc. Et donc, on est là, nous, pour contrebalancer ce point. Donc, il ne s'agit pas de transformer un manager de transition et de lui dire, travaille sur tes défauts. Les défauts, ils sont là. Enfin, alors, il faut les comprendre et les connaître dès le début de la mission, de façon à bien faire attention. Et si René n'est pas très soigneux sur ses PowerPoint, je ne tout si c'est le cas, eh bien, c'est simplement écoute, avant d'envoyer au client, tu me l'envoies et puis on corrige. Je me souviens d'un manager qui un jour m'appelle en disant, ouvrez les guillemets, excusez-moi pour le public sensible autour de cette table ou dans la visio, vous pourriez être choqué. J'en ai marre de ce client, c'est le bordel dans cette organisation, c'est bien fait pour eux s'ils sont dans la etc. Et je vais leur écrire ça. Pierre Richard, tout à fait, je suis complètement d'accord avec toi sur le fond. Alors sur la forme, ce que tu vas écrire, tu me l'envoies s'il te plaît. Et donc on a écrit, bien évidemment, cher monsieur client, la désorganisation récurrente de votre organisme nous amène à vos conclusions suivantes. Voilà, on a fait un truc un peu propre. Je réfléchis sur ce pot, mais j'aurais peut-être plus peut-être. Voilà, c'est au-delà de la boutade, c'est ça l'idée. Donc il y a des échecs, ça peut arriver, ça peut être comme le cas que j'ai évoqué, c'est le client qui s'est planté ou qui n'a pas fait son travail, si tant il est vrai que dans le trinôme manager, EMT, client, chacun a son importance et que le manager, même backupé par une entreprise de management, n'arrivera à rien si l'entreprise n'y va pas, ne fait pas son boulot. Ça fait même partie dans nos contrats d'une clause d'arrêt de la mission. Alors là, c'était pas le cas, mais si le client, par exemple, ne participe absolument pas, ne vient jamais au comité de pilotage, ne donne pas les informations, etc., nous, on peut dire, écoutez, dans ces conditions, nous arrêtons. C'est un échec, mais c'est pas de notre fait. Voilà. Sinon, des échecs du fait du manager, chez Actis, on a fait quelques centaines de missions en France. Donc, je vous en avouerai deux ou trois où effectivement on a pu se planter. Je me souviens d'une en particulier où en France. C'était pas en Afrique, c'était en France. C'était même en Allemagne. On a envoyé un manager qui nous a 15 jours nous dit, ah, mais c'est difficile, l'entreprise va pas bien, hein. Je dis oui, mais c'est justement pour ça qu'on vous envoie. Ah oui, mais je vais pas y arriver parce que c'est difficile, parce que l'entreprise est pas bien organisée. Bon, voilà, c'était une erreur de casting. En 20 ans voilà, on a fait quelques-unes. Donc simplement, il faut vraiment faire attention aux managers de transition. Il faut surtout, pendant la mission, mettre en place les garde-fous qui permettent de pallier aux manquements que nécessairement un ou une manager de transition. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, quand on envoie un manager de transition, on ne le lâche pas complètement en liberté. Voilà, il est dans
Est-ce que le trinôme, le fameux trinôme Oui. dont vous parliez, Oui. dire qu'il est épaulé, Absolument. parce que- Et on n'impose pas au client le fait de faire des comités de pilotage. Enfin, on lui suggère fortement et on le prévoit au contrat. Parfois, on est obligé de mettre des victuailles sur la table pour attirer le client, pour qu'il vienne quand même malgré tout. Il y a quelques comités de pilotage qui durent 10 minutes. Le client dit, écoutez, ça se passe bien, j'ai pas de sujet, voilà, très bien. M'embêtez pas avec vos, je perds du temps, bon, très bien. En revanche, on l'impose au manager de transition. On doit faire le point avec lui. Parfois, on l'embête pour pas dire autre chose. Ah, j'ai pas le temps, etc. Oui, t'as pas le temps, d'accord, mais on se prend 5 minutes pour vraiment comprendre comment ça avance. C'est vraiment très important. Donc, on doit le faire. Et le manager, bien évidemment, et en général, je parle sous le contrôle, mais il apprécie finalement parce qu'il voit bien que c'est pas du flicage, c'est absolument pas ça. C'est vraiment du support. Et c'est de l'effet miroir. Et le manager qui est toute la journée le nez dedans, dans l'opérationnel vraiment parfois basique, il aime prendre la hauteur et échanger avec l'associé de façon à reposer sur la table un certain nombre de choses et il en ressort des choses. Et puis moi, je pense que ce sont des contrats avec une vision long terme. Même si c'est 6 mois ou 9 mois, c'est vraiment, après notre mission, laisser les clés avec une, comment dire, Nouvelle perspective. voilà. Bon, je prends l'exemple de ce qu'on a fait avec l'italien, par exemple. C'était la même stratégie, puisque des fois, quand on veut pénétrer un marché, c'est difficile d'avoir, par exemple, des distributeurs existants qui sont des grands. Ils vous voient déjà tout petit, donc des fois, on est obligé de passer par ce qu'on appelle un point de contact. Pas forcément quelqu'un qui est du métier, mais il vous permet au moins de vous donner des ressources. Par exemple, s'il faut avoir des homologations localement, il faut une entreprise locale. On n'en a pas. Et donc, il faut utiliser ces points-là pour déjà faire tous ces travaux préliminaires. Et puis, pendant ces temps-là, on est en train de chercher, justement même avec ces résultats, on va convaincre aux vrais professionnels pour qu'ils puissent prendre la distribution. Donc, ça a bien marché au Sénégal. Point de contact qui était déjà prévenu, hein, même dans le contrat, c'est clair, on n'a pas raconté l'histoire. Mais par contre, au niveau de la Côte d'Ivoire, ça a pris beaucoup trop de temps. Et puis, à un moment donné, les clients ont dit, bon, on se focalise sur le Sénégal et pas sur la Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un échec. C'est plus une leçon, hein, que peut-être en Côte d'Ivoire, il fallait peut-être s'y prendre autrement et tout ça. Et donc, à long terme, on a le temps de rectifier. Bon, à part les erreurs vraiment catastrophiques qui tiennent peut-être à la personnalité de la personne, etc. Voilà. Alors, je vous ai pas oublié, donc vous avez une dernière question, et puis après on va conclure, allez-y. Je suis Patricia Charret, je m'occupe du développement d'Actis Africa depuis la France. Et donc ma question, s'adresse aussi bien à René qu'à Xavier. C'est quelle est votre politique au niveau des femmes? Est-ce que vous justement vous avez un vivier de femmes? Comment ça se passe? Parce que j'étais pas là au début, donc je ne sais pas si. Non, on n'en a pas parlé. Les clients sont demandeurs? Parce que là, dans la salle, nous sommes très peu nombreuses. Donc, est-ce que ça reflète la demande du client? Est-ce que c'est un choix? Xavier? Non, le jeu, enfin, après, Il y a voilà. beaucoup de femmes qui souhaitent faire du repas et justement faire du management. Donc, enfin, si on prend, en fait, en Europe, je crois qu'on est dans le management de transition à peu près, ça doit être 70-30, 70% population masculine, 30% population féminine. Donc, ça se développe. À l'heure actuelle, je dois avoir, je sais pas, oh là, j'ai bien 3-4 missions avec des femmes. En DAF, voilà, donc c'est pas un critère. En Afrique, oui, je donnais un exemple, hein, déploiement de RP sur 17 filiales africaines, c'est une dame du Sénégal qui est intervenue sur l'Afrique de l'Ouest. Et le client au départ a été je me rappellerai toujours, c'était ah ok, ça existe. Voilà. Et donc non, c'est après encore une fois, je pense que mais on peut confirmer, on pourra faire une autre session. Je pense qu'il y a moins de problèmes de parité en Afrique que chez nous. Et c'est ça la réalité. Et donc, à partir de là, il y a aucune logique, hein, moi, je vois, on a pour des brasseries, au Rwanda, on n'a pas hésité à ce que la personne qui était au marketing et qui avait une forme d'entre-gens spécifique de dire à l'entreprise, c'est vous cherchez une direction des ressources humaines, faut la promouvoir, faut que ça marche. Alors, une dernière petite question, Monsieur Dulac. Oui, moi j'ai deux remarques.
Une première, vous parlez de l'Afrique d'une manière spécifique, et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça, parce que moi, ma connaissance du Mozambique, par exemple, au Sénégal, les codes sont pas les mêmes, les critères sont pas les mêmes, déjà la langue n'est pas la même, enfin, donc j'ai un peu de mal avec ça. Et donc, j'ai, comme vous, des dizaines d'années de travail dans différents pays africains, qui soient lusophones, anglophones, francophones et Maghreb. Donc là, pareil, il faut remanier tout ça et un peu, voilà. Et la deuxième chose, c'est sur la pratique. Moi, j'ai qu'une expérience de direction générale, mais il me semble que la réussite d'une mission, c'est un peu ce que vous disiez, c'est une réussite RH, une réussite humaine. Et moi, je n'ai réussi des missions que à partir du moment où j'ai compris que j'avais une équipe avec moi, une équipe locale avec moi qui était là et qui allait faire le boulot. Bon. Et c'est pour ça que quand je vends une intervention, je vends d'abord 6 semaines. Disons, il me faut 6 semaines pour comprendre l'entreprise et trouver l'équipe. Si je la trouve pas au bout de 6 semaines, je vous dis, je suis désolé, il me semble qu'il faudrait faire ça, mais moi, je vais pas pouvoir le faire. Et si au bout de 6 semaines, j'ai un plan et j'ai une vision en disant, je pense qu'on ne va pas pouvoir aller là, et j'ai les hommes et les femmes, évidemment, pour le faire, à ce moment-là, on peut y aller. Et d'ailleurs, j'ai remplacé, notamment au Sénégal, des patrons d'unit, business unit par des femmes. Et au départ, ça paraissait impensable, et puis ça a très très bien marché. Je vais vous emmener rencontrer certains DRH qui me disent oui, mais là la personne ne connaît pas SAP, la personne elle a là dans bien sûr qu'on s'en fout, sauf que le marché ne s'en fout pas. Il y a deux catégories de prospects et de clients. Il y a ceux qui, comme vous, s'attachent à l'enjeu et nous font confiance pour trouver le bon manager. Il y en avoir deux ou trois, voilà. Et puis il y a l'approche RH. J'ai rien contre les DRH, mais j'ai contre l'approche RH en management de transition, où on nous demande de cocher des cases, et en particulier de savoir si on parle la langue ou le machin, etc. Voilà. Alors que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas le process, c'est pas l'organisation, c'est le leadership. J'ai travaillé dans l'informatique, j'ai travaillé dans les systèmes RH d'évaluation des personnes, dans ça, et chaque fois, la cible commerciale, c'était jamais le directeur informatique, jamais les RH, on est bien d'accord. J'ai dirigé une société de services informatiques en faisant pas la différence entre une imprimante et un grille-pain, quoi, grosso modo. Et j'ai réussi à la retourner. Comme quoi, c'est bien le leadership, les soft skills qui sont importants. Alors, il faut des hard skills, évidemment, quand on intervient comme CFO, il vaut mieux quand même avoir quelques expériences dans ce domaine-là ou en supply chain, voilà. Mais c'est pas ça qui, on est bien d'accord. C'est le basique. Mais on est là pour cristalliser les énergies et remettre en route les équipes vers une direction. C'est ça qu'on veut faire. Je bois du petit lait quand vous parlez, mais la seule chose, c'est que quand on rencontre un certain nombre de décideurs qui ont des approches de recrutement, j'ai rien contre le recrutement, pas du tout, mais ils ont une approche recrutement alors qu'ils se trompent. Ils ont des enjeux. Et face à des enjeux, il faut une réponse opérationnelle qui n'est ni une approche recrutement, ni une approche consulting, qui est une approche management de transition. D'où ma formule, je signe pour 6 semaines, si au bout de 6 semaines, ce que je vous apporte c'est bon, on y va, si c'est pas bon, ben, chacun de son côté. Et après, pour rebondir sur votre premier point, en fait, oui, on a été générique. Nous, on intervient sur tout le continent, hein. Et c'est anglophone, lusophone, francophone. Et il n'y a pas de limite au sujet. Non. Et après, là, oui, effectivement, il y a une spécificité pays entre non, mais je pense que ce que vous voulez dire, c'est que c'est parfois de généraliser avec des situations différentes. C'est ça que vous. Voilà. J'entends bien, c'est très très bien, c'est super. Mais c'est un peu comme dire les Européens. Elle travaillait en Suisse allemande, elle travaillait à Marseille. Mais c'est ce que j'allais dire. Il y a moins de différence entre un Sénégalais et un Ivoirien qu'entre un Lyonnais et un Français. Moi, j'ai des clients en France qui m'appellent de Lyon en disant oui, bonjour monsieur, nous devrions travailler avec vous, mais d'abord, est-ce que vous êtes Lyonnais? Je dis, on va répondre qu'est-ce que ça peut vous faire, quoi. Il y a une muraille de Chine entre Lyon et Paris. J'ai rien compris. Mais
Ce qui me frappe, c'est qu'en Afrique, il se passe la même chose qu'en France ou qu'en Europe. Il se passe la même chose. J'ai fait travailler mais- j'ai fait travailler des Nigérians au Kenya, il n'y a jamais eu de problème. Non, Pourquoi le schéma? C'était volontaire en plus. Ouais. C'est que justement, même si on parle la même langue, la vigilance est différente. Ouais. C'est-à-dire que oui, nous on est français et on pense que dans l'Afrique de l'Ouest, on comprend. Non. Mais non, on comprend, comme on l'a dit, on comprend avec des biais cognitifs qu'il faut en fait contrebalancer parce qu'on va rentrer dans des logiques d'écoute, toutes choses comme ça. Et plus on va être vous savez, hein, je vous apprends pas, mais donc, c'est ça qui fait la richesse de cette activité. Alors, je pense on a un petit peu dépassé la nuit, c'est très bien. Donc, merci à tous. Merci Xavier, merci René, merci Gilles. Merci à ceux qui sont venus, à ceux qui nous écoutaient. Et puis, la commission RH va être en vacances jusqu'au mois de septembre. Donc, voilà. Elle se souhaite bonnes vacances, elle vous souhaite bonnes vacances. Elle vous remercie. Bravo.